Eh bien, bonjour à tous, nous voici à nouveau réunis pour une nouvelle émission de Face à Face. Aujourd'hui, je vous propose encore une superbe émission en compagnie d'une personne vraiment exceptionnelle dans un domaine que l'on n'a jamais abordé sur Face à Face, mais qui, vous allez le voir, va devenir un sujet central dans les prochains temps. Vous utilisez tous, je pense, soit une carte de crédit, soit une voiture, vous devenez férus d'objets connectés qui se vendent comme des petits pains, des compagnons informatiques de nom Alexa ou Google Home. Vous possédez sans doute un email, un compte Facebook ou Instagram, ou vous êtes sur des réseaux professionnels style Viadeo ou LinkedIn. Alors regardez cette émission, vous allez y apprendre beaucoup de choses qui vous seront sans doute utiles. Et que dire des entreprises qui dépensent chaque année des fortunes pour se protéger des attaques ou virus informatiques? On se sent souvent protégé par des outils informatiques, mais on oublie hélas totalement le facteur humain. Edward Snowden, le plus grand lanceur d'alerte de la planète, qui avait un énorme salaire, une fantastique villa à Hawaï, a préféré dénoncer les dérives de l'élite sur l'espionnage informatique, que nous subissons sans le savoir. Nous aurons de ces nouvelles dans cette émission, et si vous regardez celle-ci jusqu'à la fin, je vous promets que vous n'allez pas être déçus, car malgré le profil de mon invité, et suite à l'une de mes intuitions, j'ai eu l'idée, avec un sujet qui nous est cher sur Face à Face, d'oser un lien original. Mais avant, nous allons nous plonger dans le monde de l'Internet, du dark, de l'intelligence artificielle. Mais derrière ceci se cachent des hackers, des cybercriminels. Et vous allez voir que les conséquences peuvent être colossales. Je vous présente une des très rares personnes en France, profiler, net profiler, chercheur en comportement de cybercriminel, Madame Nadine Touzeau. Bonjour Nadine. Bonjour Sylvano, bonjour à tous. Alors, merci Nadine, de m'accueillir. Mais tout le plaisir est pour moi. Est-ce que Nadine, tu peux te présenter à nos auditeurs? Alors déjà, je suis une femme. Je sais que ça peut faire sourire, mais c'est quand même des critères dont il faut tenir compte pour déjà exercer ce métier et puis ensuite face à ce que nous pouvons rencontrer sur le terrain en termes économiques et sécuritaires ou cybersécuritaires. J'ai 53 ans, je ne cache pas mon âge, je suis veuve depuis 17 ans, maman de 2 enfants et je suis une ex-manager commercial et communication dans des groupes anglo-saxons. J'ai démarré ma carrière à peu près 2-3 ans après mes études dans cet univers-là. C'est quand j'ai perdu mon mari il y a 17 ans que j'ai choisi de faire autre chose. Je considérais que la vie n'était pas axée uniquement sur la première place au niveau business, qu'il y avait l'humain. Et là, l'humain a commencé à vraiment rentrer dans mon univers, mais je ne savais pas ni quoi ni comment. Au fil de travail, de recherche, de confrontation avec des clients, avec des tas de gens, en fait, à droite et à gauche, j'ai découvert que l'homme avec un grand H, était véritablement complexe. Il y avait des richesses non soupçonnées, que ce soit dans le côté positif que le côté négatif. Je me suis dit, mais comment on peut comprendre ces gens-là? Visiblement, j'avais déjà des prédispositions. Ces prédispositions se sont, vérifiées par la suite lors d'une mission où des Américains avec qui j'ai travaillé m'ont dit, vous êtes profiler. Je ne connaissais même pas le nom. Vous faites du profilage. Je leur ai demandé de m'expliquer, forcément, je ne connaissais pas. En France, il y a quelques années, on n'en parlait même pas. J'ai donc découvert, à l'époque, j'étais dans un cabinet salarié, et un cabinet de conseil qui m'imposait de dire que j'étais profiler. Pour moi, c'était terriblement difficile de mettre un mot sur quelque chose que moi-même, je n'avais pas le sentiment de maîtriser. Donc, j'ai mis 3 ans à accepter cela. Et j'ai appris, beaucoup appris, beaucoup appris, beaucoup appris. Mais j'ai aussi confronté mes résultats sur le terrain. Et je me suis développée depuis. Ça fait plus de 15 ans à peu près, ou autour de 15 ans. Je ne compte plus maintenant. Et donc, j'apprends encore tous les jours. Je ne fais que ça, apprendre, apprendre, apprendre. J'ai aussi passé un diplôme américain
qui est un diplôme international à valeur juridique, dispensé au CIA, au FBI et également à Scotland Yard. Première à l'avoir en France. Je l'ai passé en anglais, sur tout ce qui est la détection de signes, on appelle ça des signes chez nous, tout ce qui est lié à l'humain, les signes, les signes faciaux, les expressions, le sourire, etc. Les expressions, les 7 expressions faciales également universelles, les micro-expressions, la détection de ce qu'on appelle le lie and true, et donc mensonge, vérité. Voilà. En gros, qui je suis, et puis après, j'ai basculé dans le net profiling, forte de certains potentiels dont tu as mesuré quelques éléments hier et tu en parleras tout à l'heure. J'ai voulu voir si je pouvais faire la même chose dans l'espace virtuel et je me suis pris une jolie porte blindée, je dis tout le temps, dans la tête parce que je me suis complètement plantée. J'ai fait comme tout le monde, j'ai considéré qu'on pouvait faire dans le virtuel la même chose que dans le réel. Et en fait, non. Donc du coup, j'ai découvert cet univers, comment il fonctionnait et qui étaient ces humains dans l'univers qui sont parfois hackers, qui sont parfois cybercriminels ou parfois tout simplement des personnes qui ne font pas forcément du mal, mais ça peut être considéré comme tel. Un univers transversal, sans loi, sans frontières, sans rien, qui fonctionne en un clic, mais où l'être humain derrière n'est plus le même, pour la plupart, que dans l'espace réel. J'ai ainsi développé plusieurs théories scientifiques. Donc, je suis devenue chercheur, vraiment, un peu comme Pasteur ou Darwin ou des gens comme ça. J'ai développé 5 théories scientifiques. En fait, j'en ai développé plus, j'en ai divulgué 5, pardon. Qui ont fait l'objet de plusieurs publications scientifiques. J'en suis à 8 en même pas un an, publiées aux États-Unis, donc on n'arrête pas de me le demander, ainsi que des conférences internationales, scientifiques ou pas. Voilà. Et auteur de livres, ça, tu vas en parler aussi, je crois. Oui, alors justement, tu as écrit un livre il y a déjà quelques années qui vient d'être réédité par une nouvelle maison d'édition. Je le montrerai en grand ensuite au montage, qui s'appelle Net Profiling, appréhender les profils des cybercriminels. Je l'ai lu, c'est juste passionnant ce que tu écris dedans. On y décrit, tu y décris un univers, on va dire effectivement, que nous, on va dire, quand on ne connaît pas cet univers-là, on est à côté, quoi. Hein. C'est-à-dire que même si moi, en tant que Silvano Trotta, effectivement, je reçois beaucoup d'emails de ce que tu appelles, toi, des brouteurs, c'est-à-dire des gens qui te disent, qui t'écrivent un email, coucou, je viens de gagner 3 millions de dollars à la loterie, mais je ne sais pas comment les sortir. Beaucoup de brouteurs, effectivement, d'Afrique noire, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, qui ils nous inondent d'emails, mais à côté de ça, il y a beaucoup d'autres hackers que toi t'appelles les white hats, les grey hats, les black hats. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de ces hackers, parce que tu en parles avec beaucoup de connaissances sur eux, tu en parles avec, tu les décris, mais il y a aussi, je sens, une forme de respect, hein, parce qu'il faut respecter aussi ces gens-là. Ce ne sont pas tous des criminels patentés, et ce sont des gens quand même très intelligents. Et en fait, le fil du livre explique que si on veut les combattre, il faut les connaître, parce que sinon on n'a aucune chance. Alors, c'est intéressant ta vision des choses. En effet, le respect. J'aime beaucoup que tu en parles parce qu'on n'a jamais fait, on n'a jamais dit cela. Pourquoi je ne les respecterai pas? Qui je suis pour juger? C'est toujours la chose qu'on se dit, en fait, quand on exerce un métier comme le nôtre, même si on a des potentiels qui sont très développés, nous sommes qui pour nous permettre de juger qui que ce soit? Le bien ou le mal ou quoi, ok. La chose que je dis à mes étudiants en cours, ou les stagiaires quand ils veulent apprendre le profiling ou le net profiling, la première chose que je leur dis, c'est il n'y a pas de vérité. Ça n'existe pas, pour plusieurs raisons, mais je vais vous en donner 2. La première, c'est que vous n'étiez pas là. Et la deuxième, c'est que vous n'êtes pas la personne que vous allez profiler. Rien que ces 2-là, on considère qu'il n'y a pas de vérité. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de vérité, qui sommes-nous pour juger? Selon quels critères devons-nous juger autrui? Nous, on a nos propres critères, chacun les a. C'est un véritable problème d'ailleurs du reste dans certaines cultures, comme la culture française, c'est qu'on a ce manque d'ouverture d'esprit, on aime ranger dans des cases. C'est totalement aux antipodes de notre propre métier. Les cybercriminels, qui sont-ils? Ils sont tout le monde. Ça peut être nous. Maladroitement, je peux tweeter. Je ne suis plus sur Twitter parce que je ne supporte plus ce réseau social qui est l'un des plus grands réseaux sociaux de cyberbullying ou cyberharcèlement au monde.
j'arrive plus, c'est épidermique chez moi. C'est horrible ce qu'on peut lire dessus. Eh bien, imaginons que je vois une personne et je dis, j'émets une opinion, mais finalement, je n'ai pas tous les éléments. Et je dis, voilà, cette personne, oui, c'est nul ce que vous avez fait, par exemple. Ce n'est pas du tout mon style de faire ça, mais imaginons que je le fasse. Je suis qui pour dire ça? Je ne dispose pas de tous les éléments. Et comment reçoit cette personne cette information et ce message? Et c'est là où ça devient très intéressant, c'est de se dire que finalement, tout le monde peut faire des actes cybercriminels, parce que là, je viens juste de te décrire ce qu'on appelle un cyberharcèlement. J'ai harcelé une personne en disant c'est nul ce qu'elle fait. Encore, je suis gentille parce qu'il y a des propos qui sont bien plus, comment dire, moins soft. Ça doit être ça. Donc, je suis sympa. Mais je veux dire, la personne, comment elle le reçoit? On ne se met pas à la place. Donc ça, déjà, tout le monde peut être plus ou moins un cybercriminel, parce que ça, c'est répréhensible par la loi, même si ça n'est pas suffisamment canalisé en France. Si tu veux bien, on reviendra sur le cyberbullying un peu plus tard. Les profils des cybercriminels, du white au black hat. Le white hat, c'est ce qu'on appelle un peu le brouteur, par exemple, les phishing. Alors, on se dit, les phishing, oui, tout le monde connaît, c'est bien et tout. Aujourd'hui, on me demande beaucoup de conférences privées dans des grands groupes où on me dit, parlez du phishing, Nadine. Attendez, ça fait des années que le phishing existe. C'est peut-être même la première forme de cybercriminalité qui est apparue. Une des premières, avec les virus. Et justement, le phishing, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Il n'y a pas de virus. Ou alors, on peut en mettre un dans l'email. On peut mettre un email, on clique dessus, pouf, on plante tout le monde. Mais il y a des phishing sans virus. C'est Gérard Blanchard, c'est pour un sketch, hein, Gérard Blanchard, @scaf.fr. Coucou, salut, vous avez touché 500 € parce que vous avez une prime exceptionnelle pour la rentrée scolaire de vos enfants. Il est où le virus? Il n'y est pas. Vous cliquez dessus. Ah ben, vous donnez tous vos identifiants bancaires. Et pouf, c'est fait. Il n'y a pas de virus. On est purement sur de l'humain. Et ça, c'est pas vraiment dans les statistiques. Et là, tous les services digitaux, toutes les structures qui vendent des anti-malware ou tout ce que vous voulez pour protéger votre entreprise avec du technique, ils font comment là? C'est là où mon métier intervient. Entre 50 à 60% des cyberattaques ne sont du fait que de l'humain. Statistiquement, ils ne sont pas tout à fait d'accord entre les Américains et les Russes, mais tous s'accordent à dire que c'est bien plus important que le reste. Mais tout est fait par un être humain. Si tu veux créer un robot qui va, je ne sais pas, balayer ta maison, c'est d'abord au moins un cerveau derrière, donc un être humain. Et donc, en fonction de la façon dont tu vas voir le robot fonctionner, tu comprendras l'être humain qui est derrière. Parce que ça se profile aussi. Il suffit d'analyser, de regarder les comportements. Et on va se dire, si quelqu'un insiste plus sur les carreaux, c'est qu'il n'aime pas faire les carreaux, par exemple. Ou c'est sa femme qui lui a demandé. Quelque chose comme ça. C'est pour donner une idée. Sur les cyberattaques, c'est pareil. Le brouteur, qu'est-ce que c'est à l'origine? C'était beaucoup des gens de l'Afrique noire. Donc, il y a une notion culturelle. Moi, j'ai vécu en Afrique noire. Pour parler. J'en ai analysé quelques-uns. Il y a une notion culturelle, une notion de pauvreté aussi. Culturelle, pourquoi? C'est de dire, quelque part, le blanc nous a un peu envahis en nous disant que nos ancêtres, les Gaulois, je me permets de dire que moi, personnellement, je n'apprécie pas. J'ai une profonde admiration pour l'Afrique noire. J'adore l'Afrique noire. Toujours en contact avec beaucoup d'Africains noirs et je travaille même avec eux. Et je ne vais certainement pas en arrivant en disant coucou la blanche, chez moi, bougez, je vais vous faire ceci, cela. Non. On apporte des éléments et des expertises, mais on ne détruit pas leur culture. C'est ce qui a été fait. Donc, eux, dans leur tête, et comme ils perdurent intrinsèquement et culturellement la tradition d'éduquer les enfants et petits-enfants de ce qui s'est passé autrefois, eux, ils savent dans le langage, hein, les anciens, ils se réunissent avec les jeunes, etc. Pour eux, le blanc, il est riche et il faut quelque part l'aimer, mais en même temps le spolier. Donc, c'est comme ça que c'est né un petit peu, en se disant, on est pauvres, ils ont de l'argent, on va les avoir. Donc, au début, ils se faisaient passer pour des personnes qui étaient en manque d'argent, mais ça ne marchait pas trop. Alors après, ils faisaient des faux comptes, surtout sur Facebook, avec des photos piratées de droite et de gauche, de personnes plus ou moins physiquement avenantes, et c'était soit des veuves, soit des, je ne sais pas, moi, kidnappés, enfin, on entendait tout un tas de choses, et ils demandaient des sommes astronomiques. Parce que pour eux, le blanc étant riche, on pouvait demander 6 000 € comme ça. Je dis ça, par exemple. En réalité, c'était pas, on n'est pas aussi riche qu'eux le croient. Alors, pour faire évoluer le brouteur, il est devenu un peu plus ingénieux, puis certains encore plus ingénieux en fonction des moyens, en fonction de ce qu'ils gagnaient.
Et puis, ils ont commencé à pirater ou à faire croire qu'ils pirataient des CAF, des sites Orange, SFR, je ne sais plus. Il y a eu tout le monde y est passé, hein, parce que personne n'est protégé. Et donc, les gens pensant que c'était des mails venant vraiment de leur compte CAF ou CPAM ou je ne sais quoi, on cliquait dessus. Parfois, par maladresse, on donnait leur compte bancaire ou on envoyait l'argent ou je ne sais pas. Ou alors, grâce à Dieu, nous sommes en contact. Sachez que j'ai eu un bel héritage, mais il faut m'avancer l'argent. C'est des trucs assez drôles. Et quand on analyse les messages, quand on analyse l'adresse mail, c'est du bon sens. C'est de se dire derrière, il y a des choses qui ne sont pas congruentes. Ça, c'est un mot métier qui veut dire en somme, ça n'est pas en phase. Les mots avec les faits ou les signes du corps, du visage, de tout ce que vous voulez, avec les mots, les gestes ou les tics ou les textures ou tout ce que vous voulez, doivent être en phase. S'ils ne le sont pas, ça veut dire qu'il y a une incongruence. Et là, ça devient intéressant pour moi, c'est que je cherche à comprendre pourquoi. C'est tout l'art de mon métier. Des choses qui ne matchent pas. Et donc, dans des emails, ça s'analyse aussi. C'est du net profiling. Ça s'analyse aussi, ces choses-là. Donc là, on est en brouteur. Le brouteur, il est encore plus évolué. C'est qu'entre-temps, certains brouteurs alimentent les caisses de l'EI. ISIS, Daesh, Al-Qaïda, tout ce que vous voulez. Parce qu'il faut de l'argent pour payer les armes, pour payer les femmes, pour payer les déplacements, pour payer tout ce qui est nécessaire, les formations, etc. Ça a aussi permis d'alimenter certains réseaux d'autres trafics, qui peuvent être peut-être de la prostitution, des choses comme ça. Et la première vague migratoire a fait venir aussi certains de ces cybercriminels parce que, manquant de crédibilité dans leur propre pays, même s'il y a Google et compagnie, il faut savoir qu'Internet et l'électricité n'est pas aussi visuel que chez nous. Chez nous, quand on a une panne, tout le monde crie au loup. Alors que là-bas, ce qu'on appelle le délestage, c'est très courant. Et Internet, il faut aller dans les cybercafés. Tout le monde ne peut pas se payer une clé parce qu'il y a parfois des box, ça dépend des pays, mais c'est plutôt une clé. Et il faut qu'elle ait une certaine puissance et des crédits qu'il faut recharger, donc il faut de l'argent. Et de l'argent, il n'y en a pas beaucoup là-bas. Il y a beaucoup de pays où ils se lèvent le matin, ils ne savent pas comment ils vont amener le riz pour nourrir sa famille. Donc, ils sont sur place. Et certains sont sur place, beaucoup plus éduqués, etc. Et ça leur permet derrière d'avoir des informations et de donner ces informations pour être plus crédibles pour atteindre leurs victimes. Ça, c'est pour le brouteur globalement, parce que c'est beaucoup plus édulcoré. Après, le grey hat, ce sera davantage un vengeur. C'est quelqu'un qui d'abord fera pas beaucoup de coups, ou alors il basculera en black hat, ce qui est déjà techniquement et intellectuellement un peu plus élaboré. Mais il a une vengeance, une revanche. Les cyberdealers peuvent être dedans, les gens qui font les ransomware. C'est là-dessus qu'on va plus les trouver, comme des cas que j'ai eus ou des personnes qui ont été remerciées dans une entreprise et qui travaillaient bien dans un secteur informatique et qui hackaient le site web et ils ont tout bloqué. Alors pour information, un ransomware, quand vous êtes victime de ce genre de choses, ça ne sert à rien de payer. De toute façon, oui. Alors, on va préciser quelques termes quand même pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Hein. Un ransomware, c'est une sorte de rançon logiciel, hein, si on pouvait le traduire. C'est ça, un ransomware, c'est qu'en fait, il y a une intrusion virale ou pas virale. Alors, techniquement, je préfère passer la main, chacun son métier, mais il y a une intrusion. Donc, c'est déjà un être humain qui pense à se venger de quelque chose, et il y a une intrusion. Et cette intrusion technique va bloquer les systèmes. Mais entre-temps, il aura quand même pris les données. Souvent, les gens disent « Oh, mais non, ici et là ». Vous avez un cambriolage dans une maison. Quand le cambriolage apparaît dans une maison, vous réparez. On vous vole tout, on vous saccage tout, ça n'est pas sur la toile, personne n'est trop au courant, à part votre famille, votre réseau, les forces de l'ordre et ainsi de suite. Et vous réparez. Les récidives sont rares. Elles arrivent, mais elles sont rares. Quand vous avez une intrusion cyber, c'est ouvert à vie. Une fois que vous êtes dans le collimateur d'un cybercriminel, c'est ouvert à vie. Là, je viens de découvrir un nouveau cas encore de personnes qui se font pomper de l'argent dans leur compte bancaire. À peu près tous les ans, régulièrement, hop, ça revient. C'est clair, ils sont une cible, il y a une intrusion à vie. Il faut la trouver. C'est pas du tout la même chose. Vous voyez, on est vraiment sur deux espaces différents et tout le vecteur, c'est l'être humain. Il n'y a que le seul unique vecteur, c'est celui-là. Alors ça, c'était le ransomware, mais il y a aussi, tu parles d'un autre terme qui est le cyberbullying. Ce terme vient de l'anglais, bully, qui est brutalisé, terrorisé. Ça se traduit en français par du cyberharcèlement.
Harcèlement virtuel, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on commence à entendre dans l'actualité parce que les enfants, nos enfants, sont nés avec un outil informatique, hein, ce qu'on n'avait pas nous à notre âge. Ils ont tous des téléphones, ils ont tous des comptes Musical.ly, Snapchat, et ce cyberharcèlement commence par des moqueries, des humiliations. T'es gros, t'es moche, ça continue, ça fait en groupe, ça fait en grappe. Au départ, c'est fait un peu comme une. À l'époque, nous, on disait à quelqu'un, bah, t'es gros, t'es moche. Seulement, avant, c'était lui, moi, on se le disait en face, quoi, hein. Il y avait peut-être un groupe de personnes, mais là, c'est diffusé partout, quoi. C'est vraiment terrible. Et ça mène déjà, hélas, à des suicides d'ados qui ne supportent pas ce type de cyberharcèlement. Qui le supporterait? Mm. Déjà, dans le monde réel, comme tu l'as dit, l'exemple est très bon. Je l'explique beaucoup, ça aussi, de cette façon-là. Tu vas dans la rue, tu clashes quelqu'un, tu es en colère, par exemple, je sais pas, t'as un bouchon, t'as envie que ça passe, ouais, dégage, nom d'oiseau, hein. Ça reste dans un noyau. Toi, tu peux être blessé de recevoir cette information, mais à un moment donné, tu vas répondre, bon, c'est un sale imbécile, quelque chose comme ça, mais globalement, ça reste dans un noyau et ça retombe. Ça ne va pas se diffuser, sauf s'il y a une vidéo ou quelque chose comme ça, ou sauf si la personne monte en puissance et que ça en arrive à ce qu'on se retrouve devant les forces de l'ordre. Mais quand bien même, ça va rester en vase clos. Sur Internet, le comportement derrière l'écran, je m'autorise beaucoup de choses. Là, on va dans le cœur de mes travaux de recherche. Les différenciations comportementales entre le réel et le virtuel. On est en plein dedans. Ce que parfois je n'oserais pas dire dans le réel, genre ce que tu disais tout à l'heure, t'es gros, t'es bête, t'es bon à rien, t'es je sais pas quoi. Parfois derrière l'écran, même si on le dit en vrai, par exemple, t'es pas terrible, derrière on va se lâcher et on va carrément mais tout sortir. Un peu tous les conflits larvés qu'on a en soi, même on va le faire, ou comme un jeu, par bêtise, par ignorance, par tout ce que tu veux, et il y aura une cible. Souvent cette cible-là, c'est une personne qui est gentille. Souvent, c'est une personne qui se défend peu, qui n'est pas très protégée ou pas assez protégée et qui peut avoir des différences avec les autres personnes qui vont être soit physiques, soit intellectuelles, soit émotionnelles. Mais c'est l'effet de groupe qui va favoriser un petit peu cela. Il y aura un meneur, mais il y aura surtout quelqu'un derrière qui va un peu pousser à la roue, qui ne sera pas forcément celui qui sera le plus visible. Et ça n'est pas que pour les enfants. Il y a énormément de cas de suicide, beaucoup plus qu'on ne le dit, beaucoup plus qu'on ne le croit. C'est un peu comme un viol quelque part. Si je puis me permettre de dire ça, pourquoi? Parce que les gens, comme un viol, souvent on n'en parle pas. On se dit c'est de ma faute, je suis nulle, je l'ai mérité. On ne va pas forcément se rebiffer. On ne va pas forcément mettre en avant le fait que je vais pouvoir me défendre, je suis protégée, j'aurai des gens derrière moi. On ne va pas forcément, même si on a envie de le faire, quand tu es face à la toile ou que tu te dis mais non, c'est pas moi, mais non, ceci, cela, qu'est-ce que tu reçois en face de toi? Mais si, t'es ceci, t'es cela, je t'ai vu, mais j'ai vu quoi? J'ai vu une tranche de vie, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai vu une tranche de vie que j'ai jugée. Mais je ne connais pas la personne. Il y a des gens, on dit, souvent on leur dit par exemple, vous êtes froid, vous êtes ci et là, puis après on se dit, oh, finalement en discutant avec eux, ils ne sont pas comme ça. Moi, en tant que profiler, je sais qu'ils ne sont pas froids. Mais la plupart des gens jugent. Et jugent pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas appris déjà à se connaître eux-mêmes. Et donc à apprendre. Parce qu'on range dans des cases. Tu es né comme ça, tu finiras comme ça. Ah bon? Pourquoi? Tu as tué quelqu'un, donc tu seras encore un tueur. Peut-être, pourquoi pas? Mais ça peut être aussi, tu n'as jamais tué, mais tu tueras, et plusieurs fois. Ah ben non, c'est pas possible, il habitait à côté de chez moi. J'aurais jamais cru qu'il était comme ça. Ah ben si. Et ça, je le vois aussi. Et donc, le cyberbullying ou le e-harcèlement ou cyberharcèlement, pour moi, c'est la pire des choses en cybercriminalité parce que ça tue. En fait, quand on parle de cybercrime, dans le monde réel, des crimes, t'en as. Tu vois le corps, tu vois, tu as les forensiques, techniques forensiques comportementales, alors pas trop en France, où on va tous analyser les corps, les machins. Je travaillais sur des affaires criminelles, hop, on fait chacun notre boulot. Le corps est là, tu le vois, ou pas. Des fois, on arrive après, un an après, sur certaines affaires, ça nous arrive. Mais on voit, on a les photos, on a ce qu'il faut. Dans l'espace virtuel, c'est que par dommage collatéral le crime. Soit terrorisme, soit et surtout cyberharcèlement. Je vais te parler d'un cas sur lequel j'ai travaillé, j'ai fait une publication dessus, je l'ai pris en exemple sur une publication qui est Tiziana Cantone en Italie. Une très jolie femme d'une trentaine d'années
une jolie brune, superbe, je dirais même. Enfin, mon goût. Enfin, comment dire, petit aparté. Je suis hétérosexuelle, mais je trouve que c'est une belle femme. Voilà, je le dis. Fait une sextape sur WhatsApp qu'elle envoie, enfin un délire avec des potes, entre guillemets, et elle envoie ça sur WhatsApp à 4 personnes qu'elle pensait de confiance. Et apparemment, c'est son ex qui envoie cette sextape sur des sites porno et sur YouTube, poste sur YouTube. Mais il ne se contente pas de faire ça, il met en plus son nom et son prénom. Alors elle se bat pour retirer tout cela. Je te passe tous les détails psychologiques, qui sont des détails pas des moindres, où elle est passée par toutes les couleurs, elle a changé de nom, elle ne pouvait pas sortir dans la rue sans qu'on la reconnaisse, etc., etc. Elle a vraiment pris cher, pour ainsi dire. Elle se bat en justice et seul Facebook a le droit de retirer toutes les vidéos, mais pas les sites porno. Elle n'a même pas été payée, entre guillemets, pour ça aussi, là, parce que c'est important. À la limite, si c'était une prostituée, on n'a rien contre, ou une fille, une actrice porno, elle se fait payer, au moins. Là, ce n'est pas le cas. C'est qu'en fait, à son insu, sans son accord, par une blague qui est peut-être de mauvais goût, on peut dire ce qu'on veut, on fait tous des bêtises, il n'y a pas d'âge. Mais une blagounette qui a dépassé les choses, qui dans notre culture ne s'inscrit pas, s'est retrouvée dans le monde entier visible. C'est ignoble, c'est horrible. 9 mois après, voyant que personne ne pouvait lui donner raison, qu'elle ne voyait aucune issue et que la presse allait contre elle, deuxième plus gros cyberbiller au monde, la presse, pour faire le buzz, va prendre un nom, une histoire, et va te créer n'importe quoi, jusqu'à parfois t'empêcher ton droit de réponse, même si tu respectes la loi. Et je sais de quoi je parle, je suis très bien placée pour le savoir. Jusqu'à, je te dis, ton nom, ton image, et ah, c'est toi, t'es ci, t'es là. Mais non, pas du tout. Et coucou, je voudrais me défendre. Non, non, tu peux pas te défendre, c'est comme ça, parce que nous, on fait des gros tirages, et puis il y a des imbéciles qui y croient. Et je dis bien des imbéciles qui y croient, et je signe. Eh bien, c'était pareil pour Tiziana Cantone. Elle est morte. Elle s'est suicidée. Elle n'en pouvait plus. Il n'y a aucune loi qui protège. Il n'y a aucune personne qui comprend ça. Et il y a des tas d'imbéciles qui surfent dessus. Ces imbéciles-là sont des cyberharceleurs. C'est ah, t'as vu, elle a fait ça. Ah, t'as vu, Yassi. Oh, ouais, c'est vrai, c'est un sale escroc. Ah, ouais, c'est vrai, c'est une sale pute. Ah, ouais, excusez-moi des mots vulgaires, hein, excuse-moi. Mais c'est ce que j'ai lu à plusieurs reprises sur des gens comme moi, comme d'autres. Vous nous connaissez. Vous connaissez la vérité de l'histoire? Parce que moi, me concernant, la vérité va sortir bientôt. Je ne veux pas être à la place des gens qui ont fait ça. Mais moi, j'aimerais bien savoir comment vivent les gens qui ont harcelé des Tiziana Cantone ou des jeunes. Il n'y a pas d'âge pour ça. Et pour revenir sur mes travaux de recherche, la personne qui a divulgué les vidéos, quand on l'a retrouvée pour lui dire « Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous voyez, elle s'est suicidée ?» Il a dit, comme beaucoup de cyberbillers, il a dit « Je ne vois pas pourquoi elle s'est suicidée, ce n'était qu'un jeu. » Mais non, ce n'est pas un jeu. Différenciation comportementale derrière l'écran. Et c'est tristement alimenté par des gens qui ne réfléchissent pas. D'où le mot imbécile. Ils ne réfléchissent pas. Mettez-vous à la place des gens, essayez d'analyser, de comprendre avant de réagir. Ça, c'est mon premier conseil. Taisez-vous, réfléchissez, ne prenez pas position si vous ne connaissez pas. Moi, j'ai connu effectivement cette affaire en Italie à la fin, hein, quand elle s'est suicidée. Je ne savais pas avant, donc je ne comprenais pas les gros titres des journaux, le suicide. J'ai vu ce qui s'était passé, j'étais horrifié, quoi. C'est vraiment horrible parce que, comme tu le dis, c'était une jeune femme ultra dynamique, très belle, effectivement. Tu dis quelque chose de fort dans ton livre. Tu dis « Ne faites jamais sur le net ce que vous ne ferez pas dans la vie réelle. » Oui, c'est exact. C'est exact, c'est qu'en fait, on se lâche derrière l'écran en se disant je me défoule. C'est un peu, des fois, j'ai l'impression que les gens, au lieu d'aller s'expurger auprès des amis ou d'un psy ou je ne sais quoi, ils utilisent Internet. Et non, c'est dangereux, c'est grave. Mais même vis-à-vis d'eux, parce qu'en fait, quelle image ils renvoient, ces gens-là?
Quand vous avez, un jour, il y a une personne qui travaillait dans le numérique, qui était un organisme proche de la CNIL, qui me harcèle sur Twitter. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fermé mon compte. Qui me harcèle, qui me juge, qui me critique, enfin bref, qui émet une opinion absolument pas en phase avec qui je suis et les faits, mais en considérant que c'était comme ça et que c'est lui qui avait raison. Je dis, vous ne me connaissez pas déjà pour commencer. Ensuite, de quoi parlez-vous? Enfin bref. Et il le met publiquement. Et je lui ai dit, mais vous ne devriez pas être exemple. Comment vous permettez de faire ça? Quel exemple donnez-vous? Est-ce que vous apprécieriez qu'on fasse comme ça? Vous qui dites prétendre défendre le numérique et la protection des données. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte comme ça? Vous êtes dans un sens où bon là tu couperas. Tu couperas. Je reviens. Dis-moi la question aussi sur le truc. Oui, ne pas faire. Oui, voilà, c'est ce que je lui disais. Tu couperas, hein, s'il te plaît. Et c'est ce que je lui disais à ce moment-là. Je lui disais, est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, à vous, si vous étiez dans cette situation, ce que vous me faites à moi ou à d'autres personnes? Parce que j'imagine que vous le faites à d'autres personnes. J'ai fait son profil, j'avais sa photo. Je savais que c'était tout à fait son état d'esprit. Je le savais parfaitement. Et on recrute des gens comme ça pour défendre nos intérêts. Ça m'inquiète. Parce que combien de gens sont victimes? Mais combien? Il y a des gens qui se suicident. Et pas uniquement à l'issue d'un cyberbullying. Parfois, c'est pour d'autres raisons, d'autres choses. C'est là où le crime prend son sens dans l'espace virtuel. Dommages collatéraux. Mais aucune loi ne protège. C'est terrible. Tout à fait vrai. Ça, c'est terrible. Dans ton livre, on découvre aussi un univers que je ne connaissais pas, parce que connaissant quand même un petit peu l'univers, hélas, du cyberharcèlement, des brouteurs qui essayent de te prendre des sous, des attaques pour les entreprises au niveau des virus informatiques et autre chose. Mais par contre, j'ai découvert dans ton livre des trucs que je n'avais jamais pensé. Comme par exemple, aujourd'hui, on utilise des cartes de paiement. Ces cartes de paiement sont de plus en plus en contact. Tu décris une machine qui permet de capter toutes les informations de ces cartes. Donc là, on rentre quelques petits centimes par mois pour ceux qui les moins doués, où on ne s'aperçoit pas, mais petits centimes ici, ça fait des grosses sommes à la fin. Et alors, un monde où j'avais même pas imaginé 2 secondes que c'était possible, c'était les cyberattaques de voitures, d'avions, de trains. Là, je suis rentré, on rentre dans un autre univers là, avec toi dans ce livre. Alors, il y a des faits concrets. Je vais revenir sur le côté financier. Donc, il y a eu beaucoup d'intrusions au niveau des banques pour pouvoir en effet subtiliser des petites sommes ou des grosses sommes, peu importe. Hein. Et il y en a, justement, le cas dont je parlais tout à l'heure, c'est ça, où à peu près tous les ans, cette personne se fait voler X sommes, des sommes assez importantes, mais tous les ans. Et donc, oui, enfin, ça dépend en fait quel est le cybercriminel, quel est l'intérêt, quel est le réseau. Il faut comprendre le réseau aussi qui est derrière. Alors, d'ailleurs, je fais un aparté là-dessus. Les réseaux dans l'espace réel ne sont pas les mêmes que dans l'espace virtuel, mais ils sont en synergie forcément avec le réel. Parce il faut bien, par exemple, fournir la drogue, fournir les armes, ainsi de suite. Ça va monter dans l'espace réel. On y reviendra après, si tu veux bien me reposer la question tout à l'heure, que les synergies de délinquance. Donc, il y a ça, il y a les subtilisations de petites sommes, il y a les subtilisations de données, mais par exemple, tu vas dans une boulangerie, tout le monde paye en son contact ou pas, du reste. Hein. Tu as une puce Wi-Fi. Quelqu'un va dehors avec un logiciel qu'il aura peut-être même développé par lui-même et il prend toutes les données bancaires. Il y a plein il y a certaines vidéos qu'on voit là-dessus, on explique comment, enfin, c'est courant, c'est très courant, on n'est absolument pas protégé. Alors, les banquiers, mes banquiers, moi, ils ne bougent pas. Enfin, mon banquier, j'en ai qu'un. Je dis mais parce qu'ils changent tout le temps. Hein. C'est juste ça. Mais avec moi, ils ne me la font pas. Je leur dis, mais arrêtez de me raconter que vous êtes cyber protégé. C'est des bêtises. Moi, je raye le Wi-Fi. Je le raye. Je ne veux pas être sans contact. Je le raye. Ça ne veut pas dire que je suis plus protégée. Si, plus, mais pas suffisamment. Mais ils te sortent des choses en disant mais non, tout va bien, on a tout ce qu'il faut, mais pas du tout, c'est du pipoland, comme on dit dans notre univers, c'est faux. Donc on n'est absolument pas protégé et des logiciels secrets, puis il y a toujours des petits génies qui vont trouver une faille, parce que tout
tu as une faille. Ou alors créer des logiciels ou des logiciels comme justement le CAN-Track dont tu évoquais par rapport aux véhicules, tout ce qui est moyen de transport, on va dire. Le CAN-Track qui, depuis des années, se vend à l'Asian Hat Show. Donc, Asian Hat Show, Hat, c'est pour cybercriminels en anglais, parce qu'on les appelle beaucoup les Hat pour chapeau. C'est le premier nom qu'on leur a donné. À Singapour, en 2016, je crois, je ne sais plus en quelle année, il était déjà sur le marché et tu avais plusieurs comment dire, modèles selon ce que tu voulais faire. Et le premier était à 60 $. Donc, 60 $, tu peux pirater un drone, par exemple. Donc, tu prends le CAN-Track, 60 $, c'est pas grand-chose, et puis tu t'amuses avec ton drone et tu le poses où tu veux. Par exemple, il y a un ministre qui s'est retrouvé un jour avec un verre d'eau contaminé, je ne sais plus dans quel pays, posé par un drone sur le haut du bâtiment de son ministère. Il y a eu, quelques semaines après Germanwings, il y a eu un train qui a roulé 2 km 200 ou 300, je ne sais plus exactement, en sens inverse, sans conducteur, au nord de l'Afrique. Il y a eu beaucoup d'avions qui ont craché, où certaines explications ont été données, malveillance de pilote ou quoi que ce soit, alors que non. C'était déjà des tests de cyberattaque. Puis les voitures, c'était les premières, ça fait très très longtemps, où on les prend en contrôle à distance et on en fait un peu ce qu'on veut. Alors ça a beaucoup évolué. Et là, tu ouvres un chapitre dans ton livre sur les nouvelles voitures qui arrivent, hein, qui disent hyper sécurisées car pas de conducteur. Les fameuses voitures Google, les autres Amazon qui sont testées, ça va être la catastrophe là. Alors, moi, je suis pour les nouvelles technologies. Je suis la première à dire je rêve d'avoir une voiture volante. Ça m'amuse. Oui, j'adore. Bon, j'aime bien un peu piloter, donc j'adore ça. Je voudrais voir un peu ce que ça donne. Et je pense que c'est une façon de tous pouvoir piloter, qui ne rêvent pas d'avoir envie de piloter un avion. Enfin, il y en a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. C'est juste, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'en fait, c'est pas le fait qu'on crée, qu'on développe des technologies, c'est qu'on oublie qu'il faut les sécuriser. Un peu comme Internet, on a lancé ça, mais comme disait Louis Pouzin, que je connais, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, je dis non, Louis, je lui ai posé souvent cette question, je pense que je ne suis pas la seule. J'ai dit, tu pensais, en faisant partie des gens qui ont créé Internet, qu'on en arriverait là? Ah, il me dit pas du tout. Il dit surtout pas de rencontrer un net profiler du reste. Mais c'est vrai que c'est des nouveaux métiers, tout ça, parce que ça a créé tout cela. Mais on n'a pas à protéger. On a créé, on a lancé, et on n'a pas cherché et pris en compte les risques pour les machines, mais pour nous aussi en tant qu'humains. Et on commence seulement à évoluer dans ce sens. Mais on évolue dans ce sens, encore une fois, en technique. Toujours pareil. On oublie complètement que l'humain est derrière tout. Ce n'est pas une machine qui crée ou qui lance des choses. Non, c'est quelqu'un qui a créé la machine. Ou c'est l'acte humain en entier qui va faire quelque chose. Je le réitère, et je me rappelle encore dans une conférence que j'ai donnée il n'y a pas longtemps, où les gens me disaient, bah oui, c'est évident. Je dis, c'est évident. Je dis, mais trouvez-moi une seule entreprise qui se protège comme ça, à part celle où je suis passée derrière. Enfin, où je suis passée dedans. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc oui, c'est évident, mais on ne le fait pas. Donc c'est bien de le reconnaître, maintenant il faut agir. Le problème, c'est que dans l'espace virtuel, l'espace-temps, c'est ça, hein, la notion du temps dans le virtuel n'a rien à voir avec la notion du temps du réel. Et ça aussi, il faut le comprendre, et c'est pas facile. C'est que c'est un espace transversal, vous allez partout dans le monde, en un clic, et quand je dis partout dans le monde, de votre chaise, ou où que vous soyez. Donc ça paraît anodin, mais quelque part, dans quelques années, ce sera de la téléportation. C'est-à-dire qu'en plus, notre corps pourra y aller, avec tout ce qui va avec, bien sûr. Parce que si on laisse le cœur d'un côté et le cerveau ailleurs, ça risque de poser quelques soucis. Mais on va le faire, ça existe déjà, les travaux existent déjà. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire un ensemble de choses. Quelle va être la sécurité de ces choses-là? C'est pas le fait qu'on crée des voitures volantes, ok, c'est génial. Tous ces robots, tout ce qui arrive, ces intelligences artificielles, globalement, c'est génial. Elles ne sont pas sécurisées. On ne tient pas suffisamment compte de cette sécurité. Et dernier point, on transpose l'humain sur ces machines, comme si on était assisté. Et là, c'est une grave erreur. Je vais prendre un exemple tout bête. On en parlait, je crois, hier, tous les deux. Je vais prendre un exemple tout bête, c'est les détections faciales dans les aéroports. Donc là, on est en plein dans mon métier. Ou la vidéo que l'on voit beaucoup circuler dans une école chinoise pour détecter les comportements des élèves. C'est bien tout ça, c'est génial. Donc moi, j'appelle ça de la collecte, de l'analyse, voire de la collecte d'informations. Si on prend la détection des profils, entre guillemets, ce ne sont pas vraiment des profils, dans les aéroports pour voir si vous êtes fiché ou pas, si vous êtes… C'est ça en fait, hein, c'est juste ça. Les datas.
c'est-à-dire les données qu'on ingurgite dans les logiciels qui seront alimentés en fait dans les algorithmes et les arborescences. Elles sont génériques. Il y a d'autres choses aussi dont il faut tenir compte. C'est que ces datas, non seulement elles sont génériques, mais quelqu'un qui va par exemple tuer une personne n'est pas forcément fiché. Donc il va passer à la trappe. Il y a les personnes qui font les chirurgies esthétiques, qui ne sont pas intégrées. Il y a des personnes qui font des opérations chirurgicales comme maxillofaciales. Ça va modifier les données des algorithmes, ça n'est pas intégré. Donc, ça n'est pas fiable. Ça fait des années que je le dis, on me dit Nadine, t'es de mauvaise foi. Mais non, c'est pas de la mauvaise foi. L'humain, là, ce qu'on a là, ici, là, notre cerveau, dont on utilise environ 10%, ou un peu plus, si on est un peu plus scientifique, ou etc., ou un peu moins, selon les gens. C'est la machine la plus puissante au monde qui existe. Tu peux mettre dans un hangar énorme de 1000 mètres carrés tous les ordinateurs, les nanotechnologies, tout ce que tu veux, qui vont développer des X, etc., mis à part la mémoire. Et sur la mémoire, je suis d'accord, nous ne pouvons pas avoir cette puissance, mais sur l'analyse, la réflexion, la détection, tout ce que tu veux, c'est notre cerveau qui est le plus puissant au monde. S'assister, c'est bien, mais à condition que ce ne soit pas la machine qui prenne la place, la nôtre. Ça, non. Parce que là, les résultats ne seront pas bons. Et au jour d'aujourd'hui, et je pense encore dans de nombreuses années, ce sera comme ça. Parce qu'une fois que ton cerveau, ta mécanique a mis en place pour réfléchir, analyser, etc., après, il en demande encore plus. Donc, tu développes. Tu passes à 11% peut-être, etc. Tu deviens lucide. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est vrai que souvent on parle de IA, d'intelligence artificielle, qui va supplanter l'homme parce qu'elle sera meilleure, elle sera plus puissante. Alors certes, oui, on peut créer des machines qui vont battre l'humain au Scrabble, qui vont battre l'humain aux échecs, parce qu'évidemment, elles ont une capacité de calcul sur quelque chose de bien connu, de bien fait, quoi. Mais sur, on le verra plus tard, sur des choses qui sont beaucoup plus complexes à analyser, c'est impossible. Tu me disais effectivement hier que on a essayé de programmer des machines pour détecter des gens qui sont justement dans des aéroports, dans des gares, en phase de stress, parce que évidemment, quelqu'un qui va s'apprêter à commettre un acte, on suppute qu'il doit être stressé en amont. Tu m'as fait rire parce que les machines ont détecté des gens qui étaient en phase de divorce, en phase de burn-out, en problème avec leur patron, mais aucun terroriste, quoi. C'est ça. C'est qu'en fait, ils sont plus entraînés à se cacher. Et la plupart des gens qui vont vraiment commettre des délits de plus en plus importants, ils sont quand même beaucoup plus intelligents qu'on le dit dans la presse et ils sont sont plus entraînés. Alors peut-être pas tous, mais en tout cas une bonne partie. Et puis ils savent qu'il y a ces machines, donc forcément ils vont tout faire pour les déjouer. C'est ceux qui seront plus naturels et spontanés qui se feront avoir. C'est des éléments qu'on avait étudiés lorsque j'ai passé mon diplôme Ekman à Manchester. Et c'était une des questions qu'on s'était posées entre nous. J'ai dit, moi, quel est votre avis? Parce que je voudrais le connaître, puisque c'est sur place et que c'était installé dans les aéroports de Manchester. Et ils ont dit, nous avons formé tous les agents. Donc, tout est dit. C'est qu'en fait, il y a la collecte d'informations, comme cette IA pour les Japonais ou je ne sais quoi. Derrière, il faut former les gens. Il faut les former à nos techniques. Et il y a que le profilage qui fonctionne, ou une très bonne analyse comportementale. Parce que pour être profiler, il faut d'abord être analyste comportementale. Mais attention, il y a plusieurs types d'analyses comportementaux. Je ne critique pas, chacun pratique à sa méthode. Moi, j'ai ma patte, certains ont leur patte, d'autres pas. Je ne critique pas. Simplement, il ne faut jamais juger. Si vous voyez un comportement d'une certaine manière, je vais prendre un truc basique que tout le monde connaît. Je mets mes bras comme ça. J'ai dit je ferme. En PAE, donc c'est l'analyse transactionnelle, parce que notre métier remonte à Darwin quand même. Il faut savoir que notre métier a été créé en 1890 environ par un psychiatre qui a travaillé sur l'affaire Jacques Léventreur. Il a aidé les forces de l'ordre en donnant certains éléments de profil. Ça a commencé comme ça, le profilage. C'était petit, mais ça a évolué. Et puis, chacun apporte sa patte, ce que je suis en train de faire aussi, plus dans le virtuel. On a à peu près 150 dans le monde. Et donc, on a cette analyse comportementale derrière qui va nous permettre de dire que ça, en PAE, donc Eric Berne va dire « je suis fermé ». Dans certaines autres sciences que je ne citerai pas, et dont une qui est française, on va dire aussi peut-être que je suis fermée, etc. Moi, je dis non. Et je dis oui. C'est-à-dire, je dis, oui, c'est peut-être fermé, mais c'est peut-être la personne, elle est confortable dans son siège, c'est peut-être qu'elle a mal au dos, c'est peut-être, etc., etc., etc. Et donc, je vais contrôler par d'autres signes.
Je vais analyser d'autres postures, d'autres trucs, je vais regarder des signes faciaux, etc. Et je vais dire, bah, finalement, oui, elle est fermée. Mais ça ne sera pas parce qu'Eric Berne l'a dit. C'est ça le profilage. Or, beaucoup d'analyses comportementales vont dire telle position égale telle chose. Surtout pas chez nous, dans notre métier. Je ne dénigre pas, hein, mais pas dans notre métier. Chacun fait à sa façon. Moi, c'est niet. Il faut aller au plus fin dans le profil, parce que plus on est précis, plus on répond à des questions très touchy. Très, très touchy. Va-t-il appuyer sur le bouton, par exemple? Quand des personnes sont passées à la télévision pour dire on ne peut pas prédire un comportement d'un terroriste, c'est faux, je sais faire. C'est faux. Il suffit de l'analyser. Et je vais trouver le déclencheur quand ça va basculer. Je vais le trouver. J'ai trouvé des profils de terroristes dans les premières vidéos des migrants quand ils sont arrivés en Europe de l'Est. Je les ai donnés à qui de droit? Zéro réponse. Donc c'est faux. Des métiers, comment on peut faire? Alors, pas tous les profilers, chacun sa patte. Là, ils vont être plus sur la partie oui. J'en connais une en Angleterre, elle est plus sur lui. J'en connais une en Suisse, qui est une amie que j'aime beaucoup. Elle est beaucoup plus dès qu'elle voit quelqu'un, elle est vraiment d'une précision. C'est plus la très grande analyse comportementale qui fait quelques profils, mais elle est très pointue. J'en ai un autre dans le Sud-Af, que je salue aussi, qui est également un ami, qui lui va être davantage sur des choses extrêmement dures, surtout si j'ai un peu chaud là-bas, plus sensible, il va détecter d'autres choses. Chacun sa patte, en fait, parce que c'est de l'humain. On est dans l'humain. On développe nos potentiels, puis aussi en fonction de nos envies. Mais en aucun cas, on a un amalgame avec les criminologues qui font des profils psychologiques. Profils psychologiques. Nous, on profile aussi dans le monde économique. Parce que depuis tout à l'heure, on parle un petit peu on peut en parler d'un peu de forensique, on va dire, hein, parce que je suis dans un univers aussi forensique. Mais j'ai la chance d'avoir 3 casquettes. C'est scientifique, économique et sécuritaire, cybersécuritaire aussi. Mais globalement, moi, je suis beaucoup plus tournée sur l'économie aujourd'hui, et notamment parce que la cybercriminalité ne protège personne. Tout le monde est une cible pour atteindre un objectif qui est souvent l'entreprise. Alors, là, il y a beaucoup de questions, là, parce qu'effectivement, on va revenir dans le monde de l'entreprise et l'économique. Mais avant ça, je vois déjà la tête de quelques abonnés qui se disent « Mais comment ça, Nadine voit sur des photos si c'est des cybercriminels ou des criminels en puissance ?» Bon. Alors, vous me connaissez, les gens qui passent sur Face à Face, c'est pas que je les teste, mais bon, j'ai aussi un cerveau un peu spécial qui veut essayer de comprendre. Et je connais pas, moi, de terroristes, je connais pas de cybercriminels, donc je n'en avais pas à proposer. Sur Face à Face, je dénonce souvent, il y a des émissions sur des pseudo-thérapeutes. J'appelle ça les thérapeutes du New Age. Il y en a qui sont bons, mais il y a de véritables charlatans. Donc, je me suis permis, hier, d'envoyer à la volée à Nadine 4 petites photos. Parce que je me suis dit, si elle est capable de me dire que sur une simple photo, lui, c'est un terroriste en puissance, elle va être capable de me dire sur ces thérapeutes qui sont, évidemment, elle les connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Je n'ai pas donné de nom, je n'ai pas donné de prénom, rien, juste 4 photos. Et donc, à la première photo, je reçois sur WhatsApp un message vocal. Qu'est-ce que c'est? De Nadine. Et là, pendant 2 minutes, pouah, le profil de la personne. Mais alors là, je vous dis pas, d'une précision juste hallucinante. Donc je me dis, bon, attends, c'est pas possible, ça c'est le fait du... C'est un hasard, heureux. La deuxième. Donc je donnais des notes à chaque fois, je lui disais, rien à dire, quoi, 20 sur 20, j'étais scotché, 3e, 4e, mais là j'avais besoin d'un verre, quoi, parce que c'est quelque chose qui dépasse ma compréhension, mon esprit cartésien, même mon esprit non cartésien, parce que à la limite, vous voyez, si quelqu'un est médium, on peut se dire c'est un médium, il ressent des choses, il connaît des choses, mais Nadine n'est pas médium. Et puis un médium, il a besoin un minimum d'un nom, d'un prénom, de se connecter à la personne. Elle, c'était instantané. Ceux qui vont pas me croire, j'ai le suivi, quoi. C'était instantané. Alors à la fin, j'ai essayé autre chose. Je dis, bah écoute, j'ai l'impression que peut-être, sans doute, tu connais encore mieux les personnes qui ne se connaissent elles-mêmes. Bah vas-y, quoi, hein, fais-moi. Ah, bah, fais qu'est-ce que tu veux savoir. Je dis, bah tu fais comme si quelqu'un te disait, tiens, qu'est-ce que tu penses de Sylvain Autre-Tard, là, qui fait des émissions YouTube. Bah là, comme elle me connaît un peu plus, j'ai eu droit à 4-5 minutes, là. Et là, waouh, 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 waouh.
des choses qu'il n'y a que moi qui connais, des choses que très peu de personnes connaissent. Hein. C'était juste hallucinant. Je sais pas, mais oui, Nadine, je te crois à 100% quand tu dis que quand tu vois une photo, tu sais si c'est un cybercriminel, un criminel en puissance. C'est juste effarant. Alors, notre métier est très cartésien en fait. C'est des techniques, encore une fois, c'est des détections de signes. Mais il est vrai que sur les critères, on va dire sur les critères normés, et je n'aime pas la norme en soi parce que c'est fait pour être modifié, mais sur les critères normés, on considère que j'ai à peu près 30 à 35% de mon cerveau modélisable. Toujours pareil, parce qu'il faut monter les compétences. Toujours pareil, parce qu'il faut monter les critères, il faut monter les normes, il faut monter tout un ensemble de choses. Si on reste à un certain niveau que d'autres sont dessus, bah forcément, il faut monter puis que ça dépasse. Mais pour tout, et moi, je ne me considère pas au-dessus. C'est simplement, j'ai ce potentiel-là. Je ne me considère pas au-dessus. Mais simplement, c'est un potentiel qui n'est pas suffisamment utilisé pour X et Y raison. Alors, tu m'as beaucoup fait rire, en effet, quand tu me disais c'est effarant, 20 sur 20, 1000 sur 1000. Enfin, je sais plus ce que tu m'as mis, tout un détail. Et je t'ai dit, bah oui, tu vois, c'est du tac au tac, je prends la photo et je fais. Si je vois la photo, si je vois bien, alors je ne peux pas toujours non plus tout dire, il y a des choses que je ne pourrais peut-être pas répondre, mais globalement, je peux répondre à des questions extrêmement sensibles, je l'ai déjà fait, ça fait des années que je suis connue pour ça, dans des univers que je tairais, et je suis réputée mondialement pour ça. Alors ça dérange forcément, ça dérange qui? Ça dérange ceux qui ne peuvent pas le faire déjà, pour commencer. Parce que le lobby, parce que pour X, Y raison, ce côté de dire pourquoi elle n'est pas nous, ce côté de dire ouais mais tu comprends c'est compliqué, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Juridiquement j'ai quand même un diplôme international à valeur juridique, mais qui n'est pas véritablement reconnu officiellement en France, mais qui séduit beaucoup pour autant, qui est le seul au monde sur la détection de mensonges et vérités. C'est celui qui valide juridiquement que tu as fait un travail de détection de mensonges et vérités, donc ça veut dire tout, en fait, parce que c'est ce qu'on appelle les congruences, les incongruences. C'est là, il ment et je vais vous dire pourquoi. Et il a fait ça, 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 et du coup, on fait un questionnement derrière adapté, de façon à ce que la personne se révèle. Tu vois, c'est pour avoir d'autres preuves ou pour le faire avouer, nous, on va utiliser les failles. C'est aussi ce qu'on va faire. Là, on a vu qu'il mentait, il n'aime pas ce sujet-là, je vais peut-être en mettre une couche, par exemple. Enfin, il y a plein de choses. C'est ça le métier de profiler. Et c'est pas pour détruire une personne ou la mettre dans une situation inconfortable ou cocasse, c'est pour sécuriser, développer des gens. Si tu savais, j'ai fait beaucoup de coaching, énormément de coaching de dirigeants, de hauts dirigeants, de tout ce que tu veux, par réputation, cooptation, on m'appelait, on me disait Nadine, écoutez, est-ce que vous pourriez faire ça, ça, ça. J'ai quelqu'un que je veux faire jumper 2 postes, mais je la trouve pas trop un peu sensible en ce moment, etc. Est-ce que vous pourriez faire un petit coaching pour être sûr qu'elle prenne ces 2 postes, etc. Et les gens me disaient après, mais vous m'avez sauvé la vie, vous m'avez embelli ma vie, etc., etc. J'entendais des choses positives. Je dis non, on l'a fait ensemble parce que vous aviez la volonté. Et moi, derrière, j'ai révélé ce que vous ne soupçonniez pas. Et j'ai nettoyé ce qu'il fallait nettoyer. Ce sont mes mots. Mais on est dans ce sens-là. J'utilise cette force dans ce sens-là. Je ne l'utilise pas pour détruire. Je pourrais, mais je ne veux pas. Je refuse de le faire. Et c'est vraiment pour sécuriser mes propres enfants. Quand ils arrivaient à l'école, maintenant ils sont grands, hein, ils ont 27 et 25 ans, donc ils sont grands. Mais quand ils étaient adolescents, maman, les nouveaux copains, copines, tiens, photo, regarde. Alors, c'était très drôle. Le premier jour de la rentrée, le soir, j'y avais droit. Alors, je me faisais 10 profils au moins par personne, par enfant. Et puis après, 2-3 jours après, t'avais raison, c'était drôle. Et ça sécurise quelque part. Justement, on peut éviter le cyberbullying pour ça aussi. Ça sécurise. Mon fils a beaucoup appris de moi. Il est manager aujourd'hui dans un groupe important. Il a beaucoup de personnes sous sa coupe, des N-1 et ainsi de suite. Ça l'a énormément aidé dans son management. Et il me demande encore des conseils, mais il sait trouver les voies et les failles. Et pour positiver et développer ses troupes, pour endiguer le RPS, les risques psychosociaux, pour endiguer les burn-out, ces choses-là. Quand il sent des choses, et je lui dis, tu vois, là, fais attention, parce que si tu le prends comme ça va être ça. Tout. Alors, les gens ne le savent pas forcément, mais je suis sa carrière et j'appuie sa carrière depuis pas mal de temps. Et pour qu'il aille à son objectif, mais je ne le change pas. Je le révèle, je dis, là, c'est bon, tu vas y aller,
tu veux ça, ça va s'arranger. Même quand il changeait de société, il fallait qu'il fasse 3 mois de préavis et je lui dis, tu veux combien? Il me dit 1 mois, 15 jours, ce serait l'idéal. Il a eu 15 jours. On a fait ce qu'il fallait, sans heures, sans rien, et ça s'est réglé en quoi, même pas une journée, le temps de faire ses réunions et c'est tout. C'est toutes ces choses-là, ça aide énormément. Sécuriser, mais on ne manipule pas, on ne fait pas de choses mal. Par contre, c'est vrai que sur les affaires plutôt, entre guillemets, criminelles, mais ça, je ne souhaite plus travailler dedans, j'ai envie vraiment de basculer sur la partie économique et c'est plus ce que j'ai envie, c'est je veux le faire. Sur cette partie-là, par contre, c'est vrai que pour amener à des aveux, nous sommes obligés, là, d'utiliser certaines failles, mais dans le sens d'obtenir des aveux. Alors, justement, sur la partie économique, parce que là, souvent, ça peut même se rejoindre quand même, hein, parce que il y a des grosses entreprises, évidemment, dépensent une fortune, je l'avais dit en introduction, chaque année, pour se protéger justement des attaques, hein. Du reste, tu pourras en parler, il y a un logiciel qui s'appelle le logiciel Norse, qui suit les cyberattaques. Donc en 2015, on était à plus de 17 000 cyberattaques par jour. 15 000, 15 000, 15 000. C'est 17 000 aujourd'hui. 17 000. Et la France, top 3, 4 des pays les plus cyberattaqués, et ce sont des cyberattaques en clair. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de proxy. C'est-à-dire pour cacher, en fait, c'est les plus dangereuses. Ce sont souvent les black hats. On n'en a pas parlé, c'est vrai, tout à l'heure, mais c'est ceux qui font les attaques les plus dangereuses, les plus sophistiquées. Quand je dis dangereuses, ça veut dire sophistiquées, plutôt. Mais il y a un autre problème qui se profile. Ils ont beau se protéger des attaques extérieures, il y a aussi les attaques intérieures. C'est-à-dire que tu dis, aujourd'hui, on sait tous qu'on a une pénurie en France en personnel informatique, en ingénieur informatique. Tu dis que le grand risque, c'est que des cybercriminels viennent en France avec un grand background, avec des diplômes en informatique, se font embaucher dans des sociétés. Et là, le verre est dans le fruit. Et là, ça peut être la catastrophe. Ben, ça existe déjà. Parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup d'intrusions qui ont été faites, mais c'est tout simple. C'est le recrutement, la faille. Le recrutement, c'est le point d'entrée de l'entreprise. C'est pas j'arrive à l'accueil ici et là, quoique si, parce que j'ai vu des choses, j'ai fait des tests dans des endroits où c'est censé être super protégé. Et je me suis amusée à, par exemple, laisser ma voiture sous les caméras pendant 2 minutes et attendre, alors que ce n'était pas la bonne entrée, mais je le faisais exprès. Et puis arriver en jupe, talons aiguilles, dans le truc, le sas de sécurité, où on m'a donné un badge avec un autre nom. J'ai vu des trucs de folie, quoi, en France, hein, sur des endroits où c'est ultra, ultra, ultra sensible, où je ne donnerai pas les noms. Et on ne les aime pas quand on leur dit ce genre de choses, mais c'est des tests, je le fais exprès. C'est aussi, ça fait partie de mon métier, de trouver les failles, même si je sais qu'elles existent déjà, mais c'est mieux de mettre le doigt dessus. Les entreprises, c'est le recrutement. Mais que ce soit la petite entreprise à la holding, hein, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. Alors, tout le monde se dit, mais non, mais attendez Nadine, alors ça je l'entends tout le temps. J'ai juste the service de pointe. C'est très simple, mon service de pointe. D'abord, j'ai plein de DRH qui sont ultra compétents, ultra branchés, ultra au fait. J'ai X services à côté d'entreprises qui vont faire tous les tests nécessaires pour détecter l'individu. Et j'ai aussi des services qui vont détecter ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour fliquer, entre guillemets, les futurs candidats. Alors moi, ça me fait doucement rire quand on me dit le profilage, tu fliques. Alors je ne flique pas, c'est pas vrai. Oui, mais tu dis les personnes comme elles sont. C'est vrai, je ne dis pas tout. En économique, j'ai eu un cas une fois pour des recrutements, justement, une personne m'a demandé la sexualité du candidat. J'ai refusé de répondre. J'ai dit, c'est pas dans le cahier des charges. Ça n'a aucun intérêt dans l'entreprise. Il n'est pas question pour moi de divulguer ce genre d'éléments. Donc, si ça ne vous plaît pas, je m'en vais. On a arrêté tout de suite parce que ça non. On reste vraiment dans ce qui est lié à l'entreprise, point barre. Le reste, on s'en fiche. Même si je le vois, on s'en fout. Et donc, à ces personnes qui disaient j'ai 10 services super ultra entourés, etc., j'ai été voir un de leurs cabinets de recrutement, puis il se trouve que je connaissais le dirigeant pour faire les tests. Je dis, tiens, donne-moi une offre de poste, dis-moi le candidat que tu veux et je fais les tests. Et il me dit, bon, tu rigoles, tu n'as pas du tout le profil. Je dis, non, mais vas-y, dis-moi. Il me met une offre de poste qui était une assistante de direction assez pointue. Je dis, OK, on fait les tests. Je lui sors l'assistante de direction qu'il voulait. Il regarde les tests, mais il me dit, c'est pas toi. Je dis, si, c'est moi qui ai fait les tests. Il me dit, oui, mais c'est pas toi. Je dis, si je peux le faire, d'autres peuvent le faire. Ça se déjoue. Et ça fait des années qu'il paye une fortune.
Et après, j'entends, oh, on a des erreurs de casting. Oh, on a été infiltré. Oh, ben, c'est bizarre, il y a des comportements qui ne sont pas fiables. Et moi, je rigole. La seule personne qui est capable de faire ça, c'est un profiler. Celle qui est capable de voir ce qu'on appelle encore une fois les congruences, mais même révéler les candidats. J'ai vu pour assister, parce que moi, je ne prends pas la place des DRH, hein, je les assiste, c'est tout. J'ai vu à des entretiens des candidats. C'était vraiment le candidat qu'il leur fallait. Il n'avait pas le diplôme requis. Alors qu'il faut savoir aujourd'hui que dans beaucoup de pays, on ne s'occupe plus du diplôme, mais que ce qu'on appelle les skills, les compétences et savoir-être. Ils ne regardent plus du tout les diplômes. Donc, il avait le diplôme, il n'avait pas le diplôme requis, et il était comme ça devant la DRH et devant moi. Et je le voyais coincé, je dis c'est lui qu'il faut. Je savais que c'était lui. Je le voyais, ce jeune, je le revois toujours d'ailleurs. Mais j'en ai eu d'autres cas comme ça, mais celui-ci m'a plus marqué. Et du coup, on avait un code avec le DRH, donc on a toujours des codes. Je lui ai donné un coup de pied, ça veut dire laissez-moi un petit peu la main. Et j'ai commencé à lui parler, et j'ai commencé sur une question. Et je l'ai regardé, il m'a regardé surpris comme ça. Il avait donc la surprise, hein, une des 7 expressions faciales d'Ekman, il l'avait bien sur son visage. Et je lui ai reposé la question, puisqu'il était tellement surpris qu'il ne m'a pas répondu. Donc il m'a répondu. Et du coup, j'ai alimenté la conversation. Et il s'est révélé devant la DRH. Il s'est complètement révélé. Elle était à côté de moi. Et du coup, je l'ai ramené après sur le poste en question. Et il a dit des choses qu'il n'aurait jamais dit devant elle. Et elle l'a découvert. Et il a été recruté. Même si au début, elle ne le voulait pas. Mais elle l'a mis en 3e position. Moi, j'ai dit, c'est celui-là. Vous n'aurez pas de problème avec lui. Et si vous le prenez comme ça, parce que derrière, j'ajoute des modèles management, si le client me demande, hein. Et là, j'ai proposé un modèle management. Je dis, si vous faites comme ça, en synchronisation avec le manager, l'équipe, et puis les objectifs que vous attendez de son poste, vous allez voir, en même pas 2 mois, ça va cartonner. Ça a cartonné. D'ailleurs, tous les recrutements que j'ai faits n'ont jamais bougé. Après, bon, peut-être qu'ils sont partis, mais globalement, il n'y a jamais eu de soucis, il n'y a jamais eu de difficultés, et c'était safe. C'est-à-dire que même si on sait qu'une personne n'est pas forcément sécure, eh bien, on se dit derrière, OK, elle n'est pas vraiment fiable, mais dans ce cas-là, on ne la met pas sur ce genre de situation. C'est tout. C'est ne pas juger, encore une fois. C'est protéger. On est dans le préventif. Et donc, les sociétés sont faites de ça. Je me rappelle aussi pour une banque, un jour, j'avais scanné, entre guillemets, enfin, j'avais profilé beaucoup de personnes pour éviter des burn-out, encore une fois, pour éviter, pour des projections de carrière, etc., etc. Et je repasse devant le bureau, enfin, il avait des nouveaux bureaux, le dirigeant de toute la région. Donc, je ne citerai pas là encore ni les noms, ni la banque, etc. Mais j'avais géré avec lui toute une région, en fait, sur ce sujet. Et je repasse et je l'appelle, je dis, tiens, vous êtes dispo, je suis dans le coin, je peux vous faire un petit coucou. Il dit, oui, venez prendre un café. Il dit, je vais vous montrer mes nouveaux bureaux. Et je rentre dans ces bureaux, ils étaient tellement nouveaux qu'il avait encore plein de cartons partout. Et donc, il avait un super grand bureau, j'étais devant lui, donc, et derrière, il y avait tout un mur d'étagères et d'armoires. Tout le mur moderne, superbe. Et il me dit, Nadine, tiens, retournez-vous, regardez là. Et je regarde, je dis, il n'y a rien. J'étais assise. Il dit, levez-vous. Je me lève et je voyais juste un tout petit dossier. Enfin, un tout petit dossier, c'était ça. C'est le seul truc qui était posé dans l'étagère. Je regarde, je dis, vous avez juste pas fini de ranger vos cartons. Et il me dit, prenez le dossier. Et je prends le dossier, en fait, c'était mon rapport. Et il me dit, ça fait 5 ans que je le garde. C'est la première chose que je garde. Je le lis toujours. Ça me sert encore. Pour développer les gens, pour qu'ils s'épanouissent dans leur travail, pour qu'il y ait moins de risques, et ainsi de suite. Je l'ai regardé et j'étais moi-même étonnée. J'ai encore, c'est toujours d'actualité. Il me dit oui, sauf ceux qui sont partis, qui ont été mutés. Il dit il y a des nouveaux, il faudrait en refaire un, mais ça me sert encore. J'étais moi-même étonnée. Mais voilà, c'est vraiment puissant. C'est vraiment quelque chose, même si après on recadre, parce qu'il y a des aléas de la vie, il y a des choses, mais les bases sont là, à 90%, ça ne bouge pas. Parce que comme tu l'expliques dans ton livre, il peut aussi y avoir des personnes que l'on recrute qui sont tout à fait normales, mais qui ont le germe en elles, si jamais ça se passe mal, de se venger, de pirater les datas de l'entreprise et de faire beaucoup de mal. Quoi. Alors, la normalité n'existe pas chez moi. Donc, ça veut dire que des personnes qui pourraient ne pas basculer, on va dire, à la Jedi dans le monde obscur. Alors, il y a plusieurs motifs qui peuvent les amener à ça. Déjà, il y a la menace. Je vais te raconter des sujets sur lesquels j'ai travaillé. Par l'intermédiaire de mon fils, il y a des managers
qui ont contacté mon fils et qui ont dit écoute, je suis embêtée, un samedi après-midi, alors que j'étais tranquillement en train de prendre un verre avec une de mes anciennes étudiantes criminologues, en soleil, on se dorait la pilule. Je reçois un coup de fil de mon fils qui dit maman, écoute, j'ai un problème, j'ai un de mes collègues qui est victime d'une sextape. Je dis oui, ok. Je dis et qu'est-ce qui se passe? Il me dit ben, sur YouTube, il essaie de l'enlever, mais à chaque fois il la remet. Et ils disent si tu veux qu'on l'enlève, tu dois payer. Donc ça, c'est une sextape qui bascule en ransomware. Tu dois payer une somme. Je suis ok. Ils me disent que tu veux bien t'en occuper de ça. Je dis ok, je vais m'en occuper, pas de problème. Et je dis travaille où ton gars? Il me donne le nom de l'entreprise, Céveso, groupe Céveso. Si les jeunes ne le savent pas, ce sont des sociétés dites sensibles, à risque. Pour moi, toute société est à risque, parce que c'est par le réseau qu'on a des intrusions diverses et variées. Et donc, j'arrête ma dorade au soleil, entre guillemets, je rentre tout de suite au bureau, et je reste connectée au téléphone avec ce jeune, et je lui dis ce qu'il faut faire. Parce que là, j'ai fait mon travail pour bloquer l'affaire, et qu'il soit tranquille à vie. Parce que toujours pareil, l'intrusion, si vous êtes victime une fois, vous serez encore victime. Là, je lui dis, on va tout nettoyer. Donc, c'est un jeune de, je ne sais pas, 23, 24 ans, quelque chose comme ça. Donc, tous les deux, on se cale et je lui dis de poster tel truc, faire ceci, cela, d'analyser les réactions, etc. J'arrive au bureau, je reste connectée avec lui par téléphone et je fais via Facebook ce qu'il faut sur les comptes de la dite personne en question qui se faisait passer pour une femme. Et je dis les mots qu'il faut, parce que c'est bien choisir aussi les mots. Donc, ce n'était pas en effet une femme. Je savais de quel pays ça venait. J'ai analysé aussi le proxy. Enfin, le proxy, il n'y avait pas de proxy, l'IP, pardon. Et j'ai dit les mots qu'il fallait pour un peu pour stopper l'affaire, en fait. Et ça s'est stoppé en 1 heure. Le problème, c'est que 2 autres managers de cette dite entreprise ont été victimes après de la même chose. Donc lui, c'était nettoyé, mais pas les 2 autres. Et donc, à la deuxième affaire, j'ai dit, on va voir jusqu'où ils veulent aller. Parce que moi, je voulais comprendre un petit peu si ça allait rester sûrement en ransomware. Donc, on s'est retrouvés à pousser un petit peu le bouchon. J'ai dit au gars en question, la deuxième victime, j'écoute, si tu veux bien, on va garder 1 heure de plus à peu près l'affaire, ou peut-être pas, je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais je voudrais voir ce qu'ils ont dans le ventre. Il dit, ok, ça ne me dérange pas. Donc, de la sextape qui s'est transformée en ransomware, derrière, comme les sommes, c'était 20 000 euros, 17 250 euros. C'est très drôle, ça. 17 250 euros, 15 000, enfin, tu avais des sommes comme ça, astronomiques. Alors, les jeunes me disaient, attends, je ne peux pas payer, tu ne te rends pas compte des salaires qu'on a, c'est pas possible, c'est des sommes astronomiques. Et ils disaient, c'est pas grave, puisque tu ne peux pas payer, on va te menacer, donc c'est aussi du cyberbullying, on va te menacer de laisser la vidéo sur YouTube jusqu'à ce que tu nous donnes des données de l'entreprise. À l'origine, ce n'est pas quelqu'un qui voulait faire du mal. Donc, combien m'ont appelé et sont victimes de ça? 3. Combien ne m'ont pas appelé et sont victimes de ça et ont volé des données? Et crois-moi, il doit y en avoir pas mal. Et pas que dans des groupes Céveso. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ne savent pas derrière qu'on peut avoir des personnes comme moi qui vont stopper le truc. Parce que moi, en 1 heure, c'est réglé. Je surveille 2 jours. Après, je leur dis, vous me rappelez s'il y a quoi que ce soit. Il n'y a jamais rien. Et ça fait des années. Hein. Oui. Ça fait des années que je fais ça. Et je suis d'accord avec toi. Il y en a plein. Parce que j'en connais moi-même. Et en plus, ce genre de choses, c'est sur LinkedIn, c'est sur Facebook, c'est partout, quoi. Hein. C'est juste hallucinant. D'ailleurs, je me rappelle d'un article de Atlantico qui avait été fait par Christine de Villiers, qui était super, qui elle avait fait l'inverse en tant que femme, mais elle avait mis sur des sites de rencontres, elle avait mis une belle photo d'homme, tu vois, commandant de bord et tout et tout. Et là, c'est l'inverse, c'est aussi vrai, parce que souvent on dit bien sûr. les hommes qui se font choper, mais les femmes aussi, quoi. Hein, ça va très très vite. Hein. Bien sûr. D'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'en fait, j'ai commencé mes travaux de recherche aussi par Mythique. Donc, il y a, je sais pas, une quinzaine d'années, j'avais des copines qui étaient sur Mythique. Moi, j'ai jamais trop aimé ces trucs-là. Je l'ai fait après pour analyser. Et je me suis même pris au jeu. Et en fait, bon, c'est pas trop mon truc. C'était il y a une quinzaine d'années encore. Mais un jour, on se fait une soirée entre copines et il y en a une qui nous raconte une histoire. On était mais bidonnés. Je l'en ai parlé dans mon livre. Parce que tellement on a rigolé. Où elle se fait draguer. Enfin, elle voit une photo d'un homme
plutôt beau, enfin, on le trouvait tout beau. Et elle disait, vous avez vu, il est vachement beau et tout. Je l'ai rencontré. On était là, vas-y, raconte quoi, raconte-nous. Et en fait, c'était pas lui. Elle a reconnu le bouquet de violettes pour le rendez-vous, mais c'était pas lui. C'était lui 20 ans après. Et alors, elle nous raconte sa déconfiture. C'est là où ça devient très drôle, en fait. C'est déjà la préparation du rendez-vous et après. Et tout ça, c'est très important parce que c'est du comportemental. L'attente, de croire ce qui se passe dans le virtuel, etc. Et ça, tout ça, c'est du comportemental. On est en plein dans mon métier. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes travaux. Et ça a donné une de mes théories qui s'appelle l'avatarisation. C'est-à-dire de jouer un rôle derrière l'écran, ou plusieurs, hein, qui sont soit des rôles que l'on veut amplifier du réel, soit des rôles qu'on ne jouera jamais dans le réel, soit des rôles complètement loufoques, soit des rêves. Enfin bref, il y a des tas de choses et c'est l'avatarisation. Et c'est très dangereux. Parce que les gens qui reçoivent ces avatars, eux, croient. S'ils n'analysent pas, s'ils ne réfléchissent pas, etc. Donc moi, j'ai formé mon fils à ça. Après, j'ai formé ces trois copains à cela, pour que tous aient le même niveau d'information. Excusez-moi. Qu'elle puisse. Oups. Ah ben, tu couperas. Qu'elle puisse, qu'elle puisse se protéger face à ces femmes qui étaient intéressées par leur position de manager dans des groupes dits sensibles. Donc, du coup, je leur expliquais les réseaux sociaux qui sont en effet. Alors, alors aujourd'hui, comme ça fait longtemps que je n'ai pas analysé les sites de rencontres, mais je suppose que ça doit encore exister, même si je crois qu'il y a des sites qui doivent vérifier les profils. Mais bon, je suppose qu'il doit toujours y avoir des failles. C'est vrai que Facebook et même LinkedIn, qui est un réseau professionnel, moi, ça fait des années que je suis sur LinkedIn, celui qui est mondialement reconnu comme leader, mais qui perd de son leadership. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça devient Facebook. Il y a les choses comme elles sont. Moi, LinkedIn me saoule. Aujourd'hui, je garde parce que ça fait tellement d'années que j'y suis et que j'ai une fiche pro. Et les gens peuvent se renseigner sur plein de choses, entre les recommandations, entre mes publications scientifiques, etc. Donc, ils ont les informations et parfois quelques informations que je souhaite diffuser. Mais globalement, ça devient pénible quand on met la photo de son chien, quand on se fait draguer en off. Enfin, moi, j'en ai plein aussi comme ça, et c'est très amusant. Mais je les détecte tout de suite, par contre. Moi, c'est mon truc, donc ça m'amuse. Sur Facebook, n'en parlons pas, mais ça, c'est historique. Facebook, c'est historique. Mais aussi un peu Instagram, et puis il y en a d'autres ailleurs. On n'est pas protégé nulle part. Il faut se former. C'est un truc qui n'est pas français, ça. C'est de dire, je fais du préventif. Pourtant, il y a un proverbe qui dit, vaut mieux prévenir que guérir. Mais on l'a complètement occulté en France. On préfère être assisté. Eh bien non, c'est juste ce qu'il ne faut pas faire. Et surtout pas de nos jours. La prévention, la sécurité n'est pas un dû. C'est à nous de le faire, tous, que ce soit dans notre vie privée comme dans notre vie professionnelle, parce que je viens de l'expliquer sur cette affaire-là de Céveso, de sextape qui s'est transformé en cyberbullying, en ransomware et en vol de data ou de données, si les gens ne connaissent pas le nom, c'est-à-dire voler des données de l'entreprise, hein, c'est quand même grave. Hein. Je l'ai expliqué, on veut atteindre une entreprise par un manager ou par une autre personne. Mais personne n'est à l'abri, c'est même le balayeur, ça peut être le chef d'entreprise, tout le monde. L'arnaque au président de Chicli, qui est une cyber-arnaque. Bon, ce n'est pas un virus, c'est rien du tout. Gérard Chicli qui a mis ça en place. C'est le président qu'on atteint là. C'est le président de l'entreprise. Donc, vraiment, on n'est pas du tout sur des. Il n'y a aucune protection. Et personne, les points d'entrée, c'est tout le monde. Donc, on doit tous apprendre à se protéger. C'est des formations. Et ce n'est pas la formation de dire je ne mets pas la clé USB personnelle dans le port USB professionnel. Non, on va beaucoup plus loin que ça. C'est notre comportement. Commencez déjà à savoir qui nous on est. J'ai de plus en plus de demandes de formation, même des associations, pour leur équipe, de dire vous allez nous expliquer, parce qu'on veut que ce soit complet. Si vous voulez qu'on soit complet, on va faire comme ça, on n'y revient plus. Mais j'ai mes méthodes, hein. J'ai vraiment mes méthodes parce que moi, ce que je veux, c'est que le soir, tout le monde pratique. Sinon, ça ne sert à rien. Et ça fonctionne, ça fait des années que je fais comme ça fonctionne très bien. Mais on décortique tout et on individualise parfois, parce que si on ne se protège pas, les autres, ils vont surfer sur nos failles. Quand moi, je vois, des fois, je m'amuse avec des cybercriminels. Je fais croire que je ne suis pas au courant, surtout sur Facebook. On voit partout que je suis net profiler. On le voit. Ils jouent avec moi. Je leur dis, vous avez regardé mon profil? Oui, je l'ai regardé, d'accord. Mais vous l'avez vraiment regardé de près? Oui, d'accord. Puis au bout d'un moment, je laisse venir, puis ils disent, c'est quoi ton métier? Ben, t'as pas regardé de près? Et là, je me marre, je commence à m'amuser. Et ils partent tout seuls. Ils finissent par partir tout seuls. Puis après, dans leur réseau, ils disent, ça va pas là, parce que là, c'est pas bon. Ça m'amuse. Ça m'amuse. Et je reçois plein de messages de genre, il y a ça.
qu'est-ce qu'il faut faire? Des fois, je les aide, des fois, je leur dis, bah là, non, c'est trop gros, faire autrement. Mais pareil, vous portez plainte, les entreprises. Bon, je travaille aussi avec des experts en forensique technique. C'est-à-dire, eux, c'est la partie technique cyber, qui sont parfois experts auprès des tribunaux. Donc, on travaille en binôme. Et le premier avec qui j'ai travaillé, qui était très amusant, c'est qu'il avait une affaire très lourde on va dire, de malversation internationale. Il a mis 3 ans pour essayer de trouver certaines choses. J'interviens dans le dossier. En quelques heures, c'était réglé. Je lui dis, tu vois, il faut que tu ailles là, vous alliez là, 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 là. Et quand vous aurez décortiqué ça, on va recouper, on va rentrer ce qu'on appelle dans l'entonnoir. Et quand il l'a fait, il a trouvé des preuves. Et là aussi, c'est pareil, on est conjoint. C'est un métier d'appui. On est conjoint. Du coup, les 3 années qu'il a perdues, il s'en voulait un petit peu, puis même la cliente, parce qu'elle a payé. Et le tribunal aussi. Mais, enfin, tribunal, pour l'expertise aussi, parce qu'on m'a demandé expertise par rapport à ça. Du coup, il gagne plus de temps. Et ces gens-là, pareil, ils ne voient pas certaines failles de certains cybercriminels qui sont plus fins que d'autres. Alors, l'actualité te donne raison, puisque on a eu déjà l'exemple d'un hôpital californien en 2016 complètement bloqué informatiquement, qui a dû payer parce que sinon, il mettait la clé sous la porte, l'hôpital. Là, l'actualité toute récente en France, on a vu que, suite, parce que notre cher gouvernement qui s'inquiète tellement de notre santé augmente les taxes de façon drastique sur le gazole, on a vu des pompes des stations-service attaquées informatiquement. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient, un informaticien qui vient certainement avec un outil, il met le prix du gasoil à 0, quelqu'un d'autre arrive avec une camionnette derrière, avec derrière dans la camionnette des cuves, des jerrycans, qui remplit 2 à 3 000 litres, quoi. C'est juste hallucinant. Ben oui, mais enfin, moi, je ne suis pas étonnée. Tu sais, Sylvano, c'est des choses. Tout ce que j'ai dit dans mon livre, je parlais tout à l'heure, donc mon livre, c'est la deuxième version du premier, mais avec des nouveautés. Et mon éditeur, je lui dis, autant le remettre à jour, dans la mesure où c'est sorti en 2015 et que la cybercriminalité évolue très très vite. Donc je préférais le remettre à jour. Et en le relisant, finalement, je n'ai eu que des illustrations à ajouter à mes propres travaux. Je n'ai pas eu autre chose à faire. J'étais encore en avance. Même là, il est sorti le 8 octobre. Je suis toujours en avance sur le sujet. Je ne suis pas du tout étonnée. Mais les gens, j'ai lu aussi dans la presse un jour, qui me disent, des journalistes m'ont posé la question un jour, ils m'ont dit, mais est-ce que vous croyez qu'on pourrait mettre un jour Paris dans le noir? Je leur ai dit, mais visiblement, vous n'êtes pas informés. On dit, pourquoi? Mafia Boy. Mafia Boy, Michael Case, alias Michael Case. Mafia Boy, c'est son autre code de cybercriminel, parce qu'ils ont tous des noms, des surnoms. En 2003, je crois, si je ne m'abuse, il a planté 50 000 foyers au Canada, dans le noir, pendant je ne sais pas combien de temps. Je crois une semaine. Pas d'eau, pas d'électricité, rien. Il avait quoi, 16 ans, je crois, ou 14 ans, quelque chose comme ça. C'est juste parce qu'il jouait avec un copain, il se faisait des virus. Il s'en était mangé un super de son copain. Donc son copain, il lui a dit, moi je vais en créer un autre. Mais comme il voulait être sûr qu'ils soient vraiment bons de chez bons, il l'a envoyé ailleurs pour tester. Mais il a bien testé. Très très bien testé. C'est ça le problème français, c'est qu'on pense toujours que ça ne peut pas arriver, que ça n'arrive qu'aux autres, et quand ça arrive, c'est hélas trop tard, hein, puisqu'il y a aussi un hôpital français qui a été complètement bloqué. Et puis, dans ton livre, tu cites aussi un autre exemple de ce que la presse française est capable de faire par rapport aux autres presses. C'est l'affaire Germanwings, cet avion où on avait dit que le pilote allemand s'était suicidé avec les 150 personnes de l'équipage en s'écrasant sur une montagne. Or, toi, tu as vu le profil du pilote et tu as tout de suite dit, c'est pas le type à se suicider. Alors, dans beaucoup de pays, la presse se doit de répondre à des exigences de leurs actionnaires et d'un certain lobby. Donc, je ne vais pas, même si elle m'a fait mal à tort, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. J'ai fait le profil de Lubitz après le crash de Germanwings. Sur la deuxième photo, la première étant un peu trop floue. Et à l'époque, j'étais un peu moins performante qu'aujourd'hui. Je développe toujours, hein, je vais beaucoup plus, je vais de plus en plus vite.
et de plus en plus précis peut-être, mais ce côté flou me dérangeait au niveau du regard. Et donc, il y a une deuxième photo. J'écris ce texte qui est toujours disponible sur mon blog, où je dis j'émets des doutes sur le fait qu'il se soit suicidé parce qu'il est altruiste. Et en principe, 99,9%, un altruiste n'emmène pas des gens dans un mur, surtout des gens qu'il connaît, même s'il les connaît peu, premièrement. Deuxièmement, il y a d'autres éléments dans son critère qui me font penser que certes, psychiatriquement, il n'est pas très bien, il souffre beaucoup, surtout d'un mal-être. De mémoire, je remets sa photo dans mon visage, dans ma tête, d'un mal-être, d'un manque de confiance, de besoin de recherche de certaines choses aussi. Il se cherchait, il doutait en même temps de pourquoi il était là, quelle était sa mission. Il avait envie de faire quelque chose d'autre de ce qu'il faisait là. Bref, il avait un vrai conflit en lui, entre guillemets, de savoir qui il était, pourquoi il était là, et qu'est-ce qu'il devait faire, et surtout, oui, intrinsèquement, il avait cette dualité, on va dire, en lui, pour rester soft sur le profil. Et donc là aussi, quel est le motif de foutre un avion dans une montagne? Là, je n'arrivais pas à comprendre. Donc après, je me suis dit, moi, voilà ce que je propose, mais c'est une hypothèse conclusion qui peut être dénigrée, tout ce qu'on veut. C'est ma vision des choses. Il y a beaucoup de gens qui ont dit tout le contraire. Oui, c'est un suicidaire de masse, de je sais pas quoi. J'ai entendu énormément de choses. J'ai lu énormément de choses de psychologues, de psychiatres. Moi, je ne dénigre pas leurs conclusions. Ce n'est pas la mienne. En revanche, j'ai, eu la chance d'avoir un coup de fil d'une personne qui a entendu la première boîte noire juste quelques heures après avoir posté cet article sur mon blog, parce que je suis très lue dans le monde entier, et qui m'a dit, à 3 fois, Lubitz a voulu remonter l'avion. Plus d'autres choses qui sont dans le livre, ou ailleurs, je ne sais plus. Comment on se suicide et on remonte un avion? En comportement, j'aurais qu'on m'explique une fois, je veux bien, mais 3 fois, ça fait beaucoup. Comment on se suicide et on remonte un avion? Qui plus est, il était extrêmement calme. Alors des gens m'ont dit, il est calme justement, c'est parce qu'il voulait se suicider. En effet, c'est possible. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il avait ce self-control pour justement accomplir peut-être la mission qu'il a cherchée toute sa vie, de sauver l'avion. Après, j'ai lu des trucs, on a retrouvé ça sur Internet, on a retrouvé ceci et cela. Peut-être, c'est la presse qui le dit. Toujours est-il, c'est qu'en Allemagne, dans un article, il y a bien eu, par rapport à un rapport qui a été émis par une entité américaine qui est venue sur place pour enquêter, que l'hypothèse cyberattaque n'était pas exclue. Et ça n'a pas été publié en France. Mais ça a été publié en Allemagne, ça n'a pas été publié en France. En Allemagne, oui. Tu sais, souvent en France, il y a des nuages radioactifs s'arrêtent. Oui, il s'est arrêté aux frontières. Vos papiers. Voilà. Et donc, mais c'est vrai que dans les autres pays, la thèse d'une cyberattaque d'un avion n'est pas à exclure parce qu'effectivement, quand on lit, c'est très détaillé dans ton livre, ce qui s'est passé, ça colle pas du tout, quoi. Autre chose qui te met en valeur, c'est que récemment est paru un livre dont j'avais déjà parlé, moi, ici, qui s'appelle Rabbin des Bois. J'ai adoré. Lève-toi et code, confession d'un hacker. Alors, ce livre a eu un succès phénoménal, ça a été même numéro 1 des ventes Amazon. Donc, c'est un vrai hacker, hein, donc on va dire. Et il confirme tout à fait, mais alors tout à fait à 100% ce que toi tu écrivais dans ton livre 4 ans plus tôt, quoi. C'est ça. 4 ans plus tôt, mes recherches datent de plus en amont. Parce que j'ai écrit mon livre, en fait, tout bêtement, des suites d'un rencontre de 2 personnes d'Interpol. J'étais à un salon professionnel en 2000, c'était en 2013 ou 2012, non, 2013. Je me retrouve entre 2 personnes qui travaillaient pour Interpol sur les problématiques cybercriminelles. C'est comme ça que j'ai découvert le nom de Net Profiler, puisque l'une d'elles m'a dit tu es Net Profiler, vous êtes Net Profiler, et ils m'ont suggéré de faire le livre. Donc déjà, même avant 2013, j'avais déjà ces travaux-là. C'est juste que je les gardais pour moi, et je ne savais pas ce que j'avais dans les mains. D'ailleurs, du reste, je ne l'ai mesuré qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne savais pas à quel point j'avais cette avance. C'est l'international qui me l'a donné. Parce que comme en France, on me laisse complètement de côté, on ne s'en occupe pas,
Je suis, je sais pas moi, je suis blonde. Ce qui est vrai du reste, mais bon, je résume, on va gagner du temps. Même pas les cerveaux en France, et encore moins les femmes, et surtout qui sortent des sentiers battus. Pour eux, les chercheurs, tu dois faire des diplômes. J'ai rencontré beaucoup de chercheurs qui ont des diplômes, qui sont au CNRS ou ailleurs, je ne sais quoi. Je les ai eus en face de moi un jour, j'en ai une poignée devant moi, qui m'ont dit: ah, c'est vous Nadine Touzeau. Je dis: oui, et vous êtes qui? Et puis donc ils se sont présentés, et on est chercheurs, ceci, cela, machin. Je dis: bravo, félicitations. On me dit: toi, tu n'es pas chercheur. Vous n'êtes pas chercheur. Je dis: comment ça? Moi, je ne suis pas chercheur. On me dit: non. Je dis: pourquoi je ne suis pas chercheur? Tu n'as pas les diplômes. Ah, j'ai pas les diplômes. Je dis: Pasteur non plus, il n'était pas médecin. Ils ont oublié. Et j'ai répondu derrière, je leur ai dit: mais vous cherchez quoi? Alors, ils m'ont tous parlé un petit peu de leurs travaux, mais de façon confidentielle. Ils m'ont pas trop dit, tu comprends? Ils n'ont pas dit grand-chose. Je leur ai dit: c'est bien, c'est intéressant, c'est génial. Et j'ai dit: vous avez trouvé quoi? Et alors là, ils m'ont regardé tous étonnés, d'un air de dire: pourquoi il faut trouver quelque chose? J'ai répondu encore, j'ai répété, j'ai dit: vous avez trouvé quoi? J'en avais une dizaine devant moi, que des hommes. Et ils m'ont regardé. Il y en a un, il a fait: pourquoi on n'a pas fini? J'ai dit: moi, j'ai trouvé. Et j'ai divulgué 5 théories qui sont étudiées dans le monde entier, mais pas en France. Je suis connue dans le monde entier. La conférence que je viens de faire à Dublin, on m'a demandé de venir. C'est de l'élite des cyber professionnels d'Europe et plus encore. Les conférences que je fais à droite à gauche, tu as vu peut-être la liste sur mon blog, j'en ai 3 encore de programmées pour l'année prochaine. À l'étranger, il n'est pas tout à fait à jour, la liste des conférences n'est pas tout à fait à jour. Et je ne parle pas des conférences privées que je ne divulgue pas dans les entreprises du CAC 40. C'est pas par hasard, c'est le fruit de mon travail. C'est là que j'ai mesuré à quel point j'étais en avance. Et c'est aussi sur le terrain de me dire, quand j'ai refait mon livre, entre guillemets, quand je l'ai remis au bout du jour, que j'ai proposé à mon éditeur, où je lui ai dit, j'ai écouté, j'ai un problème, j'ai dit: moi, je vous mets des dates, parce que ça, je l'ajoute après, en fait, et ça illustre ce que j'ai déjà découvert avant. Et comme tu dis, le livre en question qui explique. C'est que oui, et on n'aime pas ça en France. Et on n'aime pas, c'est triste. Mais ça, alors là, c'est typiquement français. Hein. Du reste, souvent, quand effectivement, il y a des gens remarquables qui ont des théories qui sortent un petit peu des sentiers battus. Alors, ils ne sont pas universitaires, donc ils ne sont pas reconnus, donc ils n'ont pas accès aux 2 monstres sacrés qui sont Nature et Science, les deux revues où il y a des publications. Donc, si tu n'as pas publié là-dedans, c'est que tu as un moins que rien. Mais ça, c'est typiquement français. Si tu n'as pas un diplôme, c'est que tu es moins que rien. D'ailleurs, dans certains sites, on termine souvent vérifier s'il y a une diffusion universitaire. Mais comme tu dis, il y a des chercheurs qui sont payés une fortune et qui n'ont jamais rien trouvé. En France, il n'y aurait jamais eu de Google, il n'y aurait jamais eu de Amazon, il n'y aurait jamais eu de Facebook, il n'y aurait jamais eu de Twitter. En France, il n'y aurait jamais eu aucun de ces monstres qui sont nés aux États-Unis n'aurait pu être créé en France. Parce que comment accepter avec des modèles économiques totalement différents? Tu penses à Facebook, ça a perdu des centaines de millions pendant des années sans faire. Personne ne disait: mais attends, mais quel est le modèle économique de Facebook? On comprend pas. Amazon, mais non, mais quel est le modèle économique d'Amazon? On comprend pas. Bah oui, maintenant c'est la première capitalisation mondiale, Amazon. Mais si Jeff Bezos était né en France, il n'aurait jamais créé Amazon. Alors dans ce livre-là, il parle beaucoup de crypto-monnaies, parce que évidemment tout se passe, pas maintenant, par les crypto-monnaies. Que penses-tu des crypto-monnaies, Nadine? Alors, je suis moins spécialisée là-dessus, mais je fais partie des gens qui, encore une fois, ça me paraît logique dans l'espace virtuel parce que tu n'as quasiment pas de loi, tu n'as quasiment pas de règles. Ça a été même créé pour être à l'opposé de ce que nous, on subit dans le monde réel, pour être libre. D'ailleurs, il le dit un peu dans ce livre aussi. Il le dit pas ouvertement, mais c'est ce que ça veut dire dans ces mots. On fait ce qu'on veut et on s'amuse sur les failles des uns des autres et on est dans notre univers et c'est à nous et on se cache complètement dans cet univers. On se crée une nouvelle identité, une nouvelle vie. On renaît dans cet univers-là et on s'exclut complètement de l'espace réel. Et donc la monnaie, forcément, en fait partie parce qu'il faut bien monnayer et c'est là où les gens voudraient bien mettre la main dessus parce que elle n'est pas en bourse cette monnaie. Et puis, au début, c'était le Bitcoin. Aujourd'hui, tu en as plein d'autres qui se sont créés depuis. Et ça ne va faire qu'amplifier. Et ça, à mon avis, c'est un contre-pouvoir sur la monnaie papier et la monnaie virtuelle de nos cartes bancaires, par exemple. C'est un contre-pouvoir qui dérange.
Parce que comment pouvoir mettre la main dessus, sachant qu'il faut la liquider, cette monnaie. Alors, il y a des boutiques qui commencent à dire moi, j'accepte le bitcoin et ainsi de suite, ou les crypto-monnaies en tout cas, je les accepte. Oui, mais ça pose un problème. D'où viennent-elles? C'est la plupart du temps de l'argent sale. Alors, tu me diras, les billets aussi, ou peut-être même certains comptes bancaires, s'ils arrivent à bien détourner certaines choses, ou à se cacher, ou à avoir la corruption qu'il faut qui va avec. Moi, j'ai aucune opinion là-dessus. Ça me surprend pas. Ça me semble ni anormal ni normal, même si j'aime pas le mot. Ça me semble juste logique qu'ils aient aussi leur propre monnaie, puisqu'ils ont créé leur univers à eux, dans lequel, où toi, si tu veux t'insérer, et là encore, il l'explique dans son livre, et je le disais aussi dans le mien, t'es pas un invité. Tu dois faire tes preuves, tu dois y aller. Moi, dans le dark web, j'y vais pas. J'ai analysé des choses qui viennent du dark web qu'on m'a envoyé à une époque pour faire mon travail, mais c'est pas moi qui y vais. Et je connais un très bon hacker. Donc, hacker, c'est le gentil qui est allé dans le dark web. Il ne dit plus jamais. C'est horrible. Quand tu vas dans le fond du fond, tu as des choses horribles. Des choses horribles. Après, tu as le darknet où tu as les boutiques en question où ils vont vendre de tout, de la drogue, comment faire une arme avec un stylo, ou des informations pour faire du mal à un tel, etc. etc. D'ailleurs, c'est une de mes théories aussi que j'ai développées, c'est que j'ai découvert sur une affaire qui a été médiatisée en France, je ne citerai pas, où il y a eu plusieurs meurtres en France, un peu partout, où j'ai été demandé d'intervenir pour créer les derniers instants de vie d'une des victimes et de faire son profil, et le profil des suspects. D'ailleurs, quand je l'ai fait, que ça a été présenté aux forces de l'ordre, ils ont cru que je le connaissais, ils ont failli me mettre au trou. Je suis véridique. Bon, tu sais comment je travaille maintenant, donc tu as compris. Donc, heureusement qu'il y avait l'avocat du client et les clients pour dire non, c'est son métier. Et voilà, elle travaille comme ça, mais elle ne connaît rien, elle n'habite même pas là. Sinon, je pense que j'aurais eu quelques petits soucis. J'ai dit, écoutez-moi, les gens pensaient que c'était une personne qui se déplaçait partout en France. Et je n'arrivais pas à trouver de congruence là encore. Et à un moment donné, je dis, moi, ma thèse, ma théorie, encore une fois, ça n'engage que moi, mais l'avenir m'a donné raison, c'est que il passe le mode opératoire dans le virtuel, le darknet ou le dark web, ce sont des informations qui se vendent ou qui ne se vendent pas, et il y a des personnes qui le reproduisent dans le réel, qui vont faire en sorte que la personne en arrive à tel contexte, telle situation, etc. Donc ça veut dire qu'en criminologie, tu as un crime fait dans le réel, ton crime en question, le mode opératoire peut évoluer, mais ça reste une signature. Tu vois, je tue quelqu'un, je mets une rose sur son corps, je signe, par exemple. Eh bien, dans le virtuel, c'est différent. C'est-à-dire que le mode opératoire est le même, mais il y a plusieurs signatures puisque c'est plusieurs personnes qui le font. En investigation, c'est juste énorme. Ça devient vraiment très, très, très compliqué. Et ça touche aussi le monde économique. Ça, c'est aussi une de mes théories. Alors, Nadine, parce qu'on s'approche avec toi, c'est passionnant, on ne voit pas trop le temps passer. Hein. Tant mieux. Ouais. Et donc, quand même, tu as été à Dublin, tu viens de le dire, et à Dublin, il y avait Edward Snowden, enfin, il n'était pas là physiquement, évidemment, puisqu'il est toujours en Russie. Quelles sont les nouvelles d'Edward Snowden? Comment il va? Déjà, c'était énorme. Donc, j'ai fait en effet une intervention EU Cyber Summit ou Summit Cyber, je ne sais plus dans quel sens, à Dublin. Une équipe extraordinaire avec des experts vraiment de haut niveau et des conférences de haut niveau. Et l'issue, c'était Edward Snowden en visioconf. Je ne sais pas comment te dire, parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés techniques au début, mais on attendait, parce que c'est un personnage. Moi, je l'admire. Je fais partie des gens qui l'admirent parce qu'il a fait son devoir. Il ne le dit pas comme ça, d'ailleurs. Il le dit, il explique un peu son histoire, il explique pourquoi il l'a fait. Il a dit, je comprends qu'on m'en veuille. Je n'ai pas respecté les règles de ce pourquoi j'ai été embauché, de ce pourquoi mes missions que je devais faire, la NSA, la CIA, etc. Il cherche toujours à avoir son procès pour s'expliquer, mais un procès équitable aux États-Unis. Il sait que ça n'est pas possible pour le moment. Oui. Quelque part, on peut comprendre les deux positions. Mais il a fait quelque chose qui est énorme pour nous tous. Comme il l'a dit, c'est pour la liberté de chacun que je l'ai fait, pas que la mienne. Il n'a pas pensé à lui. Et ça, moi, j'admire. J'admire parce que il a dû réfléchir, il a dû passer des nuits blanches, c'est une décision difficile. En plus, la façon dont il l'a monté, la façon dont il a fait,
il a suivi jusqu'au bout ce tracé, il les respecte, c'est un profil extraordinaire. C'est un profil extraordinaire. Et son état d'esprit, je pense, reste dans le même, où je pense qu'au fond de lui-même, il sait qu'il a accompli son devoir et il sait que beaucoup de gens le soutiennent. Personnellement, je crois que les États-Unis devraient plus donner des excuses. Je crois qu'on devrait le laisser tranquille. Je crois qu'on devrait utiliser ses compétences. Et je crois surtout, et ce n'est pas valable que pour les États-Unis, parce que je ne critique pas du tout les États-Unis, je ne porte pas de jugement. Je ne fais pas de politique. Alors, je le dis partout, mais je le réitère. Je suis ni droite ni gauche, moi je suis profil. Le profil n'a pas de couleur. Ok. Donc, je ne vais pas du tout critiquer, je vais rien faire. Mais Snowden doit servir de leçon bien au-delà des États-Unis. Et ça concerne aussi des pays comme le nôtre. Il faut arrêter de jouer avec les gens. Il faut arrêter de jouer avec nos vies. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Parce que le terrain parle. Parce que l'esprit réfléchit. Parce que nous sommes tous des êtres humains dotés de pas mal de choses, de pas mal de potentiel qu'on peut encore développer. Parce qu'aujourd'hui, le réseau fonctionne, qu'il soit dans le réel ou le virtuel. Parce qu'à un moment donné, la vérité, celle que même nous, on ne connaît pas toujours, sort. Comme on dit en criminologie, pardon, quand il y a un crime, on ne trouve pas le corps, on dit toujours il va réapparaître, un jour ou l'autre. Il va réapparaître. Ben, c'est pareil, c'est la vérité, c'est cette vérité-là. Et moi, je crois en une justice qui est beaucoup plus forte encore que celle des tribunaux. D'ailleurs, du reste, je n'y crois pas, parce que moi-même, j'en suis victime. Et je ne crois pas du tout à cette justice des tribunaux, mais je crois en la justice de la vie. Et Snowden, c'est ce que je lui souhaite de tout cœur. Parce que ce qu'il a fait doit aller au-delà de ce qui s'est passé dans son propre acte. On arrête, qu'on arrête cette corruption, qu'on arrête de jouer avec nous, qu'on arrête de nous mentir dans tous les domaines. Nous sommes des êtres humains. Et si on n'apporte pas quelque chose dans notre société pour que les générations futures puissent être meilleures et avoir des vies plus sympathiques, plus ouvertes, plus souriantes, plus lumineuses que ce que nous avons aujourd'hui, ça sert à quoi de vivre? Si c'est pour faire du mal, ça sert à quoi de vivre? Il faut se protéger. Préparer la guerre, c'est faire la paix. C'est la construire, cette paix. On est d'accord. Mais ce n'est pas dans un but de faire la guerre, c'est dans un but de se protéger. Est-ce que c'est pour se protéger que de fliquer tout le monde jusqu'à la couleur de vos sous-vêtements? Quoi ça sert? D'autant que derrière, comment ça sera analysé? Comme tout à l'heure, le recrutement. Sur les réseaux sociaux, je délire, je m'éclate et je mets des jokes, enfin des blagues où je vais critiquer tous les hommes politiques parce que ça me défoule, ça m'amuse. Je suis un mauvais employé du mois. Non? Peut-être que j'ai envie de jouer un avatar sur Facebook, mais qui en fait pas moi, c'est parce que ça m'amuse. Même si c'est pas bien, je ne suis pas là pour juger. Mais je ne suis pas le salarié qu'on peut croire dans une entreprise. Or, les algorithmes de Snowden et compagnie, eux, vont dire, il a écrit ça, il est ça. C'est très bien explicite. Mais non, pas forcément. Donc on arrête. Qu'on pense d'abord humain et qu'on commence d'abord à réfléchir humain. Tout ce qui démarre dans la vie, c'est l'homme. Nadine, je pense que sur ces bons mots, ça sera la fin de cette émission. J'espère que le conseil que je peux donner en tant que chef d'entreprise, c'est si vous avez des recrutements à faire, faites appel à Nadine, parce que surtout si vous êtes des grosses entreprises et que vous avez c'est stratégique pour vous, franchement, Nadine travaille vite et bien, c'est juste incroyable, testez-la. Et puis pour tous ceux qui des fois veulent faire appel aussi à des thérapeutes, qui doivent payer une fortune, faites appel à Nadine, elle sera plus que redoutable. Je mettrai un email, Nadine, si tu veux faire un email professionnel, un autre email, on le mettra sur le lien Tu de peux LinkedIn. mettre le mien. Tu peux mettre le mien. Et je précise aussi tout ce qui est négociation dans les entreprises. Alors, il y a évidemment la formation, mais aussi tout ce qui est négociation. Est-ce que les négociations, est-ce que j'ai une personne fiable en face de moi? Et si elle n'est pas fiable, j'ai quand même besoin que cette négociation aboutisse, on fait quoi? J'en fais énormément, ça. Énormément. Et ça, ils gagnent en une heure de temps énormément d'argent, puisqu'en une heure de temps, le travail fait leur donne toutes les réponses qu'ils ont besoin, en fonction du cahier des charges, toujours pareil.
Et ce qui peut durer 6 mois ou ce qui empêche de dormir ou quoi que ce soit, c'est réglé en peu de temps parce qu'on le mesure forcément avec des cas concrets, des cas réels. Hein. C'est, écoutez, vous posez telle question, normalement, il va vous dire ça ou ça. Si vous dites ça, vous allez là. Si vous dites ça, vous saurez ça. C'est toujours pareil. C'est exactement ça. Donc, ça va vite. On sécurise, c'est confidentiel et on ne fait pas de mal. Merci, Sylvain. Mais de rien, et pour ceux qui veulent aller plus loin, achetez son livre, franchement, vous ne serez pas déçus. Hein. Noël approche, hein, si vous voulez aussi l'offrir. C'est un régal à lire. Voilà. Merci Nadine. Merci Sylvano, merci à tous. Et à bientôt sur notre chaîne si tu as d'autres actualités. Voilà. Avec plaisir. Bye bye. Ciao. Merci. Ciao.